Hello la Alors, team, comment ça ah, va? Comment ça va? Comment ça ça va va? super. J'avais peur de pas t'entendre. Ça va super. On a enfin un marché qui bouge un peu. Voilà, on a des bonnes nouvelles de partout. PTC, Hype Ether, ça fait plaisir. T'étais pas là la semaine dernière. Qu'est-ce que tu faisais, Léo? Pourquoi es-tu parmi nous maintenant? Quelles sont les nouvelles? Non, je me suis permis de profiter un petit peu de la vie, notamment en allant à Milan, où voilà, où j'ai tout simplement passé un, un très bon moment en bonne compagnie. Et puis voilà, j'ai pris un petit peu le soleil, j'ai visité la ville, qui a vraiment des côtés vraiment magnifiques, notamment les galeries, c'est vraiment incroyable. Donc, petite pause un petit peu culturelle. Et Ouais. puis maintenant, enfin de retour. Et Bah, toi? Italie, de toute façon, c'est la folie, hein. Écoute, bah, moi, ça a été énormément on va dire, programmation, si on peut dire ça comme ça. J'en avais parlé la semaine dernière. Je vous le dis depuis très longtemps, je veux faire un studio de jeux vidéo. Donc, si j'ai bien appris un truc dans la vie, c'est que ChatGPT est notre meilleur ami imaginaire et que aujourd'hui, en fait, t'as plus l'excuse de te dire ouais, c'est trop compliqué, machin. C'est un Google avancé. Et la deuxième chose que j'ai apprise aussi, c'est que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on peut penser parfois, c'est bon, j'ai juste à faire de l'argent et je vais payer des gens qui sont meilleurs que moi et voilà. Mais quand c'est des sujets qui sont techniques, tu as une dépendance technique. Et c'est pareil dans la crypto derrière, hein. Si tu as un projet en tête, bah, essaie de le faire. Tu peux pas toujours le faire, mais si tu délègues tout le temps, tu vas pas obtenir le résultat que tu veux, ça va te coûter cher. Et puis surtout, bah, le code, on peut te le pomper, on peut te le voler, donc c'est problématique. Donc voilà, je me suis lancé dans cette aventure-là, c'est hyper intéressant, et ça me permet aussi de juger de la difficulté pour créer un jeu, et de juger aussi des efforts dans le secteur gaming Web3 pour créer des jeux. C'est évidemment pas évident, mais tu sens que c'est beaucoup des gens qui ne jouent jamais, en fait, qui créent des jeux, et là c'est de plus en plus évident pour moi. Donc voilà, et sur la partie crypto, et ben écoute, on a eu pas mal de mouvements avec PumpFun, voilà, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, et ça relance encore cette histoire de narratif des revenus, où tout le monde s'excitait sur Hyperliquid et la DeFi, et là, PumpFun, tu vois, ça a été beaucoup FUD, avec une FDV de 4 milliards, là on est sur une FDV théorique de 6,6, quelque chose comme ça, milliards, c'est assez énorme, en réalité, alors que le jeton n'est pas encore sorti. On est encore sur un prix pré-market, hein. Ça devrait sortir cette semaine, autour du 17-18 juillet, je pense. Non, Donc ça ça va va être sortir intéressant à avant. surveiller. Ça va sortir En avant? gros, il y a eu la vente hier, qui était à 16 Ouais, heures. Et en gros, elle a été sold out en 10 minutes, je crois, 12 ou minutes. 12 minutes, ouais, quelque chose comme ça. C'est très intéressant à regarder. Et c'est toujours impressionnant de voir autant d'argent bah, bouger aussi vite. Ouais, C'est vraiment clairement. impressionnant. Mais je sais pas si tu as regardé, ils ont très peu de gens qui ont en soi investi. Enfin, genre, c'est que des whales, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas T'as plus de 10 000 wallets quand même, hein, je me qui demande ont s'il n'y fait a le pas beaucoup KYC. d'insiders. Enfin, je sais pas, genre, enfin, Hmm. en tout cas, en fait, c'est pas ce que tu as envie de voir dans une ICO. L'objectif de l'ICO, c'est de donner des chances égales à tout le monde, enfin, relativement égales à tout le monde, et de faire rentrer la communauté. En soi, c'est ça l'idée. Alors je Au vais... final, Ouais, on se retrouve avec aucun airdrop et avec que des giga whales qui pour le rentrent moment. et même pas des utilisateurs, enfin, ou très peu. Donc, Ouais, enfin, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. informations qu'on a. Donc, moi, je trouve ça, enfin, c'est cool, leur valo et tout. Ils ont sold out et genre, c'est top, tu vois. Mais j'aimais beaucoup de retenue parce que déjà, j'aime pas Pump Fun, donc je suis forcément biaisé de malade, hein, on va pas se mentir. Mais au moins, c'est clair. Et parce qu'en ce moment, je crois qu'ils ont une concurrence qui est en train de s'exciter pas mal Ouais, du côté de Bonk. Euh, de banque, ouais. Même et si ils ont repris la majorité du marché, du market share, la pump, hein. J'ai ah ouais. l'intention d'en parler, bien évidemment. Ouais. Ouais, ça bouge très vite en fait. Déjà, je me fais un peu l'avocat du diable sur PumpFun. La première chose, c'est que on me disait en off que justement, s'ils avaient traîné à lancer le token, c'était parce que justement, il y avait une volonté de réglementation européenne. Au final, on a vu au dernier moment que ça sortait pas pour les Européens, hein. Donc déjà, bah forcément, tu fais sauter l'Europe, ça fait beaucoup moins Une d'investisseurs. US aussi, non? Si. US, Peut-être, je sais je sais plus. pas. Et un moyen, je sais US, je plus. sais pas. Mais en tout cas, Europe, voilà, ça élague pas mal. Ensuite, il y a eu un problème du côté de Bybit, je crois, OKEx ou Bybit, je sais plus, où ils ont pas pu Kraken investir, les aussi. gens. Voilà, donc en fait, tu as eu des problèmes, tu as des gens qui pouvaient pas rentrer. Donc en fait, le lancement a été un peu à la zob, et je pense pas que ça a été voulu, ce qui fait que forcément, la répartition, déjà, elle est assez ridicule, évidemment. Mais quand même, tu as plus de 20 000 wallets qui se sont inscrits, plus de 10 000 qui ont fait un KYC.
Et après, oui, tu as quand même des grosses whales qui envoyaient des grandes quichetas de 1 million de Mais dollars je me demande chacun. si il n'y a pas genre en mode 600, 800 wallets qui ont fil genre 80 ou 90%. Enfin, C'est possible ça. enfin, enfin, quand tu lèves autant et qu'il y a aussi peu de gens, je suis en mode bon, ça m'inspire pas énormément confiance. Après, encore une fois, je suis biaisé, mais voilà. Et du coup, par rapport à quand le token serait transférable, en gros, ils ont dit entre 48 heures et Et 72 72 heures heures après après la la clôture. vente. Donc, techniquement, ça nous amène entre demain à 16 heures et après-demain à 16 heures, si on Ouais. suit les deadlines. Donc, ça va arriver très, très vite. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est de faire attention, notamment de ne pas vous enflammer sur les leviers ou y aller comme des dégènes, etc. Juste faites attention, surtout parce qu'au début, quand ça va être listé en spot, ça va être un peu la guerre aussi sur les perps. Enfin, je pense qu'on aura des différences de prix assez Ça va remarquables partir entre dans tous tous les les sens. Ouais. exchanges, etc. Donc voilà, faites attention à vous sur ça. Mais très intéressant dans tous les cas, grosse levée, gros protocole qui fait jusque-là beaucoup de revenus, etc. Je pense qu'il est sous-coté par rapport à quel point il est détesté et à quel point il fait du revenu, mais il est, à mon sens, totalement surcoté en termes d'utilité, d'éthique et de tout ce qu'il y a autour, en fait. Enfin, surcoté, non, parce qu'au final, tout le monde sait que c'est des extracteurs. Parce que, en fait, au bout d'un moment, tu vois, moi, enfin, tu peux justifier que les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, mais on est quand même sur la blockchain pour genre faire avancer l'écosystème et ne pas tout extract. Et au final, tu te rends compte qu'ils ont build un produit où globalement, tu vas payer des fees qui sont énormes pour spéculer sur des trucs qui ressemblent à du casino, et ensuite, eux récupérer les bénéfices en Solana, absolument tout vendre. Et genre, quand je dis tout vendre, c'est absolument tout vendre. Et ensuite, les utiliser pour, je sais pas, genre, je trouve que c'est pas une manière très propre de participer à l'écosystème Ah ouais, et de faire grandir l'écosystème. ils se sont gavés, clairement. Mais business is business, j'ai envie de dire, je suppose. Donc, je suis pas en mode, je suis pas en mode, communisme ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si c'est une ref à ça, mais mais c'est juste que, moi, ça m'intéresse pas. Genre, c'est. Ouais, clairement. Après, mais même, je crois que c'est 25% de buyback. Donc, en gros, avec le token, il y aurait 25% des revenus qui seraient utilisés pour buyback le token. Mais encore une fois, il y a pas mal de flou sur plein de trucs. Donc, j'attends un petit peu que, genre, tout retombe, tu vois. Et que une fois que, genre, la hype à court terme redescend, voir si les fondamentaux restent, si c'est fort, etc. Et voilà, donc toute cette excitation, pour moi, c'est intéressant en tant que spéculateur quand il y a des énormes aberrations, à la fois à la hausse et à la baisse, mais tout ce qu'il y a entre, ça m'intéresse pas. En tant qu'investisseur, ça m'intéresse pas pour l'instant. Et j'attends voilà, de regarder un petit peu comment ça se passe une fois que ce sera tradable, et de voir comment leur part de marché évolue, comment leur revenu évolue, etc. Parce que c'est important. Mais dans tous les cas, c'est un moins mon token que le token sain qui commence par H. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, ça fait un peu de concurrence sur un produit avec énormément de revenus, et en fait, bah, pour le moment, ce marché se résume un peu à ça. Tu regardes qui fait le plus de revenus, est-ce que tu peux profiter d'une manière ou d'une autre de ces revenus. Hyperliquid, Circle avec son action, Coinbase indirectement au travers de Circle, MicroStrategy, Bitcoin. Là maintenant, on a Pump, voilà. On regarde ce qui se passe du côté de DeFi, c'est vrai que c'est intéressant, et on peut dire que le marché prend un peu en maturité vis-à-vis de ça d'ailleurs. Il y a Monsieur Rabbit qui nous dit du coup qu'on aime ou pas 500 M levé en 12 minutes, c'est du jamais vu, non. Sur des deposits, classements ont été très forts, mais en termes de levée pure, je sais pas, peut-être dans les anciennes ICO de 2017, j'ai pas tout l'historique, mais dans tous les cas, c'est gigantesque. Dans tous les cas, sur un laps de demi-milliard. Sur un laps de temps aussi court, on n'a jamais fait ça. Parce que sur un an, avec EOS, c'était en milliards, mais c'était étalé sur une année, tu vois. Tezos, oui, ils ont dû faire plus de 100 M. Apprécié, c'est ça. C'est BTC qui s'est apprécié, qui a fait que l'ICO était beaucoup plus grosse. Ouais. C'est ça. Ok, donc, mais voilà, en tout cas, très intéressant ce qui se passe en ce moment sur l'écosystème. Et j'ai tellement de choses à vous dire, mais tellement de choses qui, comment dire, sont assez liés et toujours qui reviennent en fait à Hyperliquid, on va pas se mentir. Factuellement, je pense que cette semaine, il n'y a aucun écosystème qui a eu des news aussi intéressantes. Je suis choqué. Premier degré, je suis choqué, tu vois. Parce que l'intégration, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, Phantom a intégré les produits dérivés de Hyperliquid dans leur wallet. Ouais, donc pour l'instant, c'est pas disponible de tous, mais ils rendent ça progressivement disponible aux utilisateurs. Donc en gros, ils font des badges utilisateurs, ils testent si tout fonctionne bien, si ça marche bien, ensuite ils repassent à de nouveaux users, etc. Mais je crois que jusqu'à maintenant, ils ont fait genre 150 millions de volumes sur les perps.
et avec cette intégration-là. Et ils ont fait genre un truc comme 60 000 ou 70 000 dollars de revenus en 2-3 jours, même pas, quelque chose comme ça. Donc ça peut vite se transformer en millions de revenus à l'année pour Phantom. Phantom d'ailleurs, on va pas se mentir, hein, qui du coup se gave parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, du coup Hyperliquid c'est un DEX avec des produits dérivés, mais en fait tout le monde peut genre construire son app, intégrer Hyperliquid et rajouter des fees, donc des frais par-dessus chaque transaction grâce à ce Il y qu'on a une appelle barrière à les l'entrée codes. pour ça ou pas? Non, c'est disponible de tous. Et D'accord, du incroyable. coup, Ouais. en gros, ce que ça permet, c'est de dire, bah, par exemple, je donne des effets enfin des ordres d'idées bidons, mais imaginons, je sais pas, le frais sur Hyperliquid, c'est 0,05% de ce que tu trades, qui est payé en frais. Et ben, en fait, eux, ils peuvent dire, bah, nous, on rajoute, je sais pas, genre, on rajoute l'équivalent. Donc, en fait, en gros, quand tu trades sur Phantom, tu payes 2 fois plus de fees que sur HL, parce qu'en gros, les fees de Ils Phantom prennent leur com par-dessus. sont Ouais. équivalentes à ce que les users payent sur Hyperliquid. Donc en gros, tu as les deux qui s'additionnent. Donc en gros, quand vous voyez les frais générés par Phantom, en gros, il faut vous dire que c'est l'équivalent des frais qui ont été générés pour Hyperliquid grâce à cette intégration. Mais le plus fou dans tout ça, et ce qui est le plus incroyable, c'est que bah déjà, Phantom, c'est probablement le deuxième plus gros wallet au monde. Ouais. Enfin, en Ah hot oui, wallet clairement. utilisé, enfin, il y a quoi? Il y a Bon, MetaMask, après, il y je a connais pas Phantom les Rabbit. stats des Dans wallets OKX et Binance, mais t'as capté. Oui, ça reste Oui, ultra big. dans la tête des gens, dans tous les cas, si tu veux interagir sur Solana, globalement, tu es forcément passé par Phantom. Mais c'est surtout que, en fait, ça utilise à mort la tech d'HL, ça montre ce qui est possible et ça ouvre la voie pour bien d'autres intégrations et surtout pour d'autres géants. Parce que jusqu'à maintenant, il y a très peu de gros acteurs de l'écosystème qui ont utilisé la technologie d'Hyperliquid et les builder codes qui permettent de se rémunérer pour chaque transaction qui passe par ton app et par Hyperliquid. Mais du coup, tu peux te dire que bah, la majorité des wallets vont le faire si avec Phantom ça marche. Tu pourrais te dire que la majorité des dApps vont le faire, mais le signal qui est le plus fou, à mon sens, enfin, je ne sais pas si tu réalises la trahison, mais Phantom n'a jamais intégré les perps de Jupiter dans leur wallet. Phantom n'a jamais intégré les perps de Drip dans leur wallet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Phantom, c'est le wallet de l'écosystème Solana, et la première intégration d'un produit perp, c'est un produit qui vient d'en dehors de l'écosystème Solana. Donc moi, je trouve que c'est un signal absolument fou et ça me rend très optimiste sur ce qui est possible avec Hyperliquid. Bah, tu vois, d'ailleurs, ce petit instant pub, on a sorti la première vidéo de la formation Sécurité Ledger cette semaine. Ouais. Là, je suis en train de taffer sur l'épisode 3. Et tu sais, je me suis posé la question toute bête, comment on fait pour générer un wallet en mode propre de chez propre, tu vois, sans hardware wallet? Comment générer une seed phrase propre? Et tu vois, sur Bitcoin, tu as le BIP 39, tu as plein d'outils qui te permettent de le faire assez bien. Sur Ethereum, en galérant un peu, tu as. Et sur Solana, c'est une vraie galère, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, putain, comment ça se fait que ce soit une galère comme ça? Alors tu sais, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et tout. Et Phantom Wallet n'est pas un wallet totalement open source. Backpack l'est, Rabi l'est. Sur Bitcoin, c'est tout du full open source. Mais vraiment, Phantom, c'est la boîte noire. Phantom, c'est Apple. Ouais, enfin, quand je dis Apple, c'est pas Apple, mais genre c'est ce branding-là de genre on a une sorte de système propriétaire, on n'est pas très ouvert et on garde tout pour nous. Et au final, c'est pas l'approche qui fait le plus grandir l'écosystème, mais en soi, il délivre un service qui fonctionne parfaitement pour les gens. Donc, c'est propre. Après, le problème, c'est que oui. Après, je suppose qu'ils ont de nombreux audits, mais l'intérêt de l'open source, c'est que genre n'importe qui peut arriver, contribuer ou même voir s'il y a des dingueries, tu vois. Chose qu'il n'y a pas sur Phantom, donc je suppose qu'ils ont fait les. Mais après, tu pourrais très bien dire que tout ce qui est sur Hyperliquid n'est pas open source, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais la tech après, derrière le HLP non plus, la tech derrière toute l'exécution non plus. Enfin, genre, t'as plein de trucs qui sont. Mais là on parle quand même d'un wallet qui gère tes bitcoins, qui gère ton sol, qui gère tes Ethers et tout, qui gère ton fric directement, tu vois. Et c'est là où c'est un peu limite. C'est un peu limite. Et du coup, Backpack est open source. J'étais assez surpris à ce niveau-là. Très bon wallet, un Backpack. Hein. Ouais. Très, très bon wallet. Donc voilà, après, pour ce qui était de... Donc je vous ai parlé un petit peu de ce qui s'est passé avec Hyperliquid et Phantom, que j'ai trouvé très intéressant. Il y a autre chose qui s'est passé qui est extrêmement intéressant, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que du coup, Hyperliquid a rendu disponible le pump, enfin il a rendu le pump tradable
via produits dérivés, En via ce pré-market, qu'ils appellent les pré-markets et les hypers, en gros. Et du coup, il y a Binance qui a fait de même. L'open interest, donc la somme totale des positions ouvertes sur les marchés, enfin sur le marché d'hyperliquide, donc pour le pump, était 3 fois, et actuellement je crois 3 fois supérieur à Binance. Je crois qu'on n'a quasiment jamais vu ça pour un coin d'une telle envergure, et surtout de voir un DEX avoir bien plus d'open interest qu'un exchange tier 1 d'un point de vue produit dérivé. Enfin, je sais pas si je te rends compte à quel point c'est lunaire. Enfin, genre, Binance, globalement, enfin, Hyperliquid, globalement, je me rends s'assoit à bien la table compte. de Binance sur un truc comme ça. Jusqu'à maintenant, le trading on-chain, c'était un peu utopique, voilà. Là, on parle, quoi. Là, il y a des chiffres, là, les gens, ils vont dessus, etc. Et je pense que ça va faire qu'accélérer. Parce qu'en fait, les gens en ont marre de la régulation, les gens en ont marre de se faire KYC, Ouais. les gens en ont marre de payer trop de frais. Les gens veulent juste trader on-chain tranquillement, et Hyperliquid s'est retrouvé comme une place, surtout pour les produits dérivés, s'est retrouvé comme une venue qui est vraiment bien. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça assez remarquable. Je sais pas si tu as vu aussi, mais du coup, Hyperliquid a battu son record d'open interest. Je crois qu'on est à 11 milliards et quelques. Donc, si on regarde la somme de toutes les positions qui sont ouvertes actuellement sur Hyperliquid, il y en a pour plus de 11 milliards. Donc, c'est assez big. Après, en comparaison... alors, attends, je vais montrer mon écran. Voilà. Peut-être que je peux regarder dans les exchanges, derivatives. Tu vois, Binance, c'est 33 milliards de point interest. Donc, c'est que 33 milliards. Ouais, après, peut-être que sur CoinGecko, va sur CoinMarketCap, ce sera peut-être plus précis pour le coup. Parce que, non, mais, enfin, genre, les chiffres sur Hyperliquid sont les bons. Hein. En Oui, gros, non, mais Binance n'a que pour, 3 fois le point interest d'Hyperliquid. Va sur CoinMarketCap. Attends, je vais le faire aussi. Parce que tu sais que tout à l'heure, j'ai voulu, bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai voulu regarder la crypto guns de Off the Grid, là, sur CoinGecko, et le calcul de la FDV, il était complètement éclaté. Ah non, c'est Il ça, était pas bon. 33 milliards. 33 Ouais, c'est milliards. Enfin, c'est 33 milliards pour 52 milliards tradés. Et sur HL, il y a plus que 5 milliards en plus. Ils disent n'importe quoi, là. Ouais, là, ils disent n'importe quoi, je pense. Oui, ils disent n'importe quoi. Bref. Donc, en gros, En maintenant... sachant que CoinMarketCap, ça appartient à Binance, il me semble. Hein. Oui. Donc, on a des infos qui sont un peu fausses, affichées sur un tous les jours, outil de Binance. Tous les jours, Foxy, c'est curieux. C'est curieux. Et ce qui est le plus fou, c'est que en vrai, si tu regardes... alors, attends. Je crois que c'est dans Colonne. Il n'y a pas, voilà, la fully diluted. Donc, on a 48 milliards sur... on a 48 milliards. Solana n'est qu'à 98. Hein, et Binance n'est qu'à 96. Hein, donc, ça se rapproche. Tu te souviens que j'avais fait un tweet, on me prenait pour un ahuri, d'ailleurs. On me disait, non, tu racontes n'importe quoi. Hype ne dépassera jamais... Solana et BNB en FDV. Moi, je le pense sincèrement. Et je pense que c'est Sol a fondu et Hype, il monte. Donc, ouais, c'est ultra violent ce qui se passe. C'est vraiment violent. Ouais. Et pour parler un petit peu d'autre chose, Hyperliquid 2 secondes, j'imagine que tu auras d'autres choses à dire, mais juste, Ethereum, tu le sens comment à court terme ? Bah moi, écoute, Ethereum, je le sens bien. Enfin, on va en parler un peu après, mais il y a énormément de demandes d'un point de vue instit dernièrement. Ça fait quoi, 1 ou 2 mois que j'en parle, etc. Vraiment, la demande d'un point de vue ETF est en train d'augmenter. De prendre. Est en train d'accélérer sur les ETF. Staking ou pas d'ailleurs, hein, parce que les gens ils me disaient en fait il faut le staking pour qu'il y ait de la demande. Il n'y a toujours pas de staking, il y a déjà de la demande, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est vraiment de bon augure en fait pour Ethereum. Et sincèrement, si Hype n'existait pas, j'aurais acheté de l'Ethereum dernièrement. Mais c'est juste qu'en fait, ce qui me gêne un peu, c'est juste que j'ai l'impression que BTC et Hype, c'est juste aussi bien en fait. Enfin, je vois pas un monde où Ethereum run et Hype n'en profite pas. Et du coup, en fait, je me dis pourquoi allouer à Ethereum, quoi. Après, peut-être que je me trompe totalement, mais en tout cas, je suis relativement optimiste pour Ethereum, et je pense que la prochaine fois qu'on ira à 4000, c'est pour les enculés, et derrière, c'est Price Discovery, et tous les gens qui sont sideline vont se réveiller. Quand je dis sideline, je m'inclus moi, du coup, hein, vu que je suis pas dans Ether. Mais on est toujours à peu près au prix auquel j'ai vendu mes Ethers, donc c'est pas si mal que ça. Mais voilà, en tout cas, Ethereum, moi, je suis plutôt content. Et puis cette semaine, il faut le dire, hein, ATH de BTC. Alors oui, mais en euros, oui, en euros, on n'a pas encore fait d'ATH. Mais écoutez, on se contente de ce qu'on a, et je suis très heureux déjà que ce soit le cas, parce que de toute façon, tous les gens regardent les prix en dollars, et ça impacte tout le reste. Donc voilà. Clairement. Actually. Ouais.
Et peut-être pour finir sur Hyperliquid avant de parler du reste, enfin peut-être passer sur la partie technique, il y a un gros exchange tier 1 qui s'est réveillé, c'est Bybit. Donc je sais pas si tu as vu, mais Ouais. du coup Bybit s'est mis à lister en spot Hype. Et bah du coup, voilà. Moi j'attends le reste, hein, j'attends évidemment le reste, mais c'est un bon premier pas. Et je suis content que Bybit aille dans ce sens-là, parce que si tu regardes, je trouve que Bybit d'un point de vue exchange centralisé, c'est ceux qui font le plus d'efforts en termes d'innovation ou de nouveaux. Enfin, ils font partie de ceux qui font Je le suis plus d'efforts d'accord. en termes. Parce que ils buildent un peu sur la partie Web3, ils veulent build leur DEX. Dès qu'il y a des nouveaux trucs, ils mettent leur ego de côté, ils le listent, enfin ils rendent ça tradable, quoi. Donc et ils ont fait, là actuellement, ils ont rajouté les stocks, le gold et plein d'autres trucs pour certaines juridictions. Là, ils reviennent avec Mika en France et en Europe. Donc voilà, je suis content que Bybit avance dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est très marrant de voir le CTFR qui était à Vienne, je crois, pour l'inauguration de Bybit Europe et toute la partie régulée, avec Cryptic et Chris qui Ouais. ont fait des photos sympas avec le CEO. Donc voilà. Et Lilian. Yes. Et Lilian, oui. Donc Ouais, voilà. j'ai vu les photos, ça fait plaisir. Mais en tout cas, avant, bon, enfin, tu vas en parler dans la partie technique, et je pense que c'est bien d'attaquer par la partie technique. C'est vrai que les inflows sur BTC et Ether sont fous. Sur Sol, bon, après, c'est moins capitalisé, évidemment, mais c'est pas ouf, je trouve. Après, je suis peut-être à côté de mes pompes, hein. On a eu un commentaire, c'était quoi, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me suis fait chier dessus, on me disait, ouais, t'es dur, par rapport à la capitalisation, les inflows sont OK sur Sol. Bah, en fait, le truc, c'est que. Comment dire? Attends, je vais partager cet onglet et je vais mettre ça à l'écran. Hop, voilà. Accessoirement, vous êtes beaucoup plus sur cette émission que sur les dernières émissions. Merci beaucoup d'être là. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Twitch, 0xPixou et Capette le Vrai. Voilà, toujours un plaisir, merci pour tout. Du coup, pour parler des inflows, tu me parlais de Solana. En fait, le truc, c'est que Solana, déjà, c'est. Il y a qu'un ETF avec des frais qui sont relativement élevés. Si tu compares ça à tout le reste, tu es plus sur du 0,2, 0,25% sur BTC ou sur Ethereum. Et il n'y a aucun gros issuer d'ETF qui s'est encore lancé sur Solana, ou en tout cas qui a été approuvé. Donc, genre, c'est intéressant, mais sincèrement, je regarde pas trop. Tu vois, je suis en mode, tant qu'il n'y a pas un Fidelity, un BlackRock, etc., c'est pas très intéressant. Enfin, si tu regardes sur BTC, donc au total, il y a 52 milliards qui sont rentrés. Et sur les 52, il y en a 54 qui sont rentrés via BlackRock, 12,6 qui sont rentrés via Fidelity, 2,3 via Bitwise et 3 via Arc. Et puis après, on a beaucoup d'argent qui est sorti via Grayscale, hein, pour faire la différence. Ouais, c'est sûr. Donc, en fait, les plus gros issuers d'ETF, et c'est aussi le cas sur Ethereum, hein. Si tu regardes sur Ethereum, c'est pareil. Les plus gros inflows, c'est de loin BlackRock et ensuite Fidelity, et puis le reste se battent avec leur caca, plus ou moins. Enfin, j'abuse, mais on s'est entendu, quoi. Donc, en fait, pour moi, tant qu'on n'a pas ces issuers-là sur Solana, je regarde pas trop, parce que je pense qu'il y a juste plein de gens qui ne sont pas au courant, et puis plein de fonds, d'institutionnels, etc., qui attendent les gros issuers pour se positionner, parce que peut-être qu'ils connaissent pas forcément la boîte qui a. Enfin, Rex Osprey, j'en ai jamais entendu parler de ma vie, et ils n'avaient pas d'ETF sur BTC et ETH, de ce que j'ai vu. En tout cas, Ethereum qui se réveille un petit peu, ça fait kiffer. Et je commence vraiment à me dire, bon, quelque chose qui est assez évident pour certains, mais il y a moyen que Mega ETH, ça réveille un petit peu les foules aussi, hein. Bah, c'est toujours le délire de testnet, quoi. Le testnet, c'est cool, mais one mainnet, quoi. Enfin, dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que, enfin, le prix n'est clairement pas corrélé aux fondamentaux, quoi. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Enfin, genre, aux fondamentaux techniques et d'activité peut-être économique, etc. Mais en fait, je suis en mode, le prix, c'est le prix, et c'est ça qui crée le narratif pour moi. C'est le fait que le prix monte, que les gens cherchent à justifier par des narratives, et après, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice où tout le monde croit à ces narratives parce que le prix a monté et que les gens cherchent un moyen de le justifier. Et puis voilà, quoi. Mais tu vois, alors il y a eu un tweet sur Ethereum, il y a eu un tweet du cofondateur Starknet que j'ai trouvé intéressant. On n'est pas forcément tous d'accord à ce sujet. Mais pour lui, il serait plutôt dans une logique de... On cherche pas forcément à scaler le L1 à outrance, parce que le but, c'est que le L1, il coûte quand même un peu cher et qu'il brasse du revenu. Et qu'il y ait des propositions de gouvernance où, en quelque sorte, Ethereum impose au layer 2 de collecter du fric, et que ce fric qui ruisselle sur le L1 et sur les validateurs, etc., de sorte à ce qu'il y a justement cette idée de revenu.
tu vois. Parce que Ouais, depuis parce qu'ils ce le feront pas narratif des d'eux-mêmes, quoi. L2, Parce qu'ils bah se oui, mettent tout dans mais ils les le feront poches. jamais eux-mêmes. Ils Ils le prennent feront tout, jamais eux-mêmes. bah, c'est ce qu'on voit avec le séquenceur Coinbase, c'est ce qu'on voit avec tous les séquenceurs. Ouais. Et en plus, enfin, t'en parlais avec Starknet, etc. Enfin, ça fait un moment qu'on parle de décentraliser les séquenceurs, d'arrêter que ce soit des entités centralisées qui se prennent tout dans les poches, etc. Mais au final, rien n'a changé. Et en fait, tu te rends compte que, bah, en fait, enfin, on en est presque à se dire parfois, genre, quel est l'intérêt, enfin, à quel point les L2 contribuent à l'écosystème Ethereum. Enfin, alors oui, c'est intéressant Ah parce bah qu'il y a ça. il y a un effet de réseau, etc. Mais, enfin, genre, un effet de réseau entre des entités presque privées centralisées. Enfin, Clairement. c'est ça, non? Et il y a tout le lobbying qui va avec, parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec Abdel dans des émissions, vous avez la rediffusion sur YouTube, hein, tu sens que c'est un peu mafioso aussi, tu vois. Oui, oui. Où il y a eu la mise sur le teco des gens derrière le client d'exécution Get, Paradigme VC avec le client d'exécution RETH qui fait copain-copain avec Optimism, Base, etc. et qui font leur truc, tu vois, et qui poussent tout le monde à utiliser ça au détriment un peu des autres. Et ça fait qu'en fait, tu pars d'un projet qui se dit neutre, mais qui au final fait un très gros lobbying dans un certain sens plutôt qu'un autre. Et pas forcément dans les intérêts du groupe. Donc c'est pas Apparemment, j'ai terrible. dit 40 fois fin dans la même phrase. Je sais pas Ouais, si le comme d'hab. langage connaît. Comme d'hab. Fin, genre, fin, c'est maladif. Mais bon, tu... Je vais juste quitter le live, hein. Ouais, si je te fais la remarque à chaque fois, tu vas plus avoir envie de parler. Donc on va Là, juste... j'ose plus parler, là. Ouais, mais c'est parce que t'es parisien de base en fait. Le fin, genre fin, c'est des parigots à mort, tu vois. Ça, je le sais. Donc pour reprendre, bah du coup, ouais, si tu veux enchaîner sur la partie technique, hésite pas. Ça voudrait dire que je serais obligé de parler? Ouais, Attends. mais tu sais parler, tu sais parler. Je C'est sais juste qu'il parler. faut faire un Là, petit je me filtre. concentre pour. J'essaye d'appliquer le filtre au maximum. C'est difficile. Je dois C'est calculer c'est- chaque mot. Je crois c'est que j'ai pas comme dit les fin gens depuis quand tout ils... à l'heure. Ouais, c'est comme les gens qui font des présentations à l'école, tu vois, ils disent donc. Bah, c'est pareil. Quand tu as besoin de placer quelque chose, tu dis fin, genre, fin, si, tu intermèles. Voilà, le message est passé. Il est dans l'espace commentaire de toutes les vidéos YouTube depuis des mois, mais j'ai pas fait remonter parce que je voulais pas te stresser. Ah, mais je vois, mais Bref, c'est attaquons la très partie technique. difficile de se battre contre ces types de langages, surtout quand ça Mm. fait autant de temps que tu les développes. Et puis, ce qui est aussi difficile, enfin, vous en rendez peut-être pas compte, mais lorsque tu développes ta pensée et que tu n'as pas quelque chose d'écrit, tu structures tes phrases avec ces mots-là pour te donner du temps pour réfléchir et pour. Enfin, bref. Mhm. T'inquiète. Bref. Du coup, par rapport à BTC, bah écoutez, tout roule, hein. Moi, c'est ce que je vous disais. Pour moi, tant qu'on se maintenait au-dessus de ce niveau rouge, ici tout allait bien. On s'était fait une petite frayeur parce que on avait concrètement stagné de nombreuses semaines en fait au-dessus des 104 000 $, 105 000 $ dans ces eaux-là. On faisait que clôture au-dessus et à chaque fois les mèches étaient, enfin tout était racheté quoi. Et puis ensuite, on a cassé par le bas en clôturant drastiquement en dessous du niveau. Donc à ce moment-là, je me disais, je ne peux pas prendre le risque d'être full exposé si jamais on a vraiment un retracement qui est un peu plus prononcé. Et du coup, c'est lorsque, tu te souviens, on a récupéré ce niveau-là et qu'on a reclôturé en weekly au-dessus, que je me suis dit, voilà, c'est bon, on a tout chassé, on a récupéré ce niveau-là avec une bougie qui avale totalement la dernière. Et globalement, au-dessus, on n'a pas de résistance. Donc, je me réexpose au marché. Je crois que c'était dans ces eaux-là. Et je l'ai fait aussi d'ailleurs sur Hype. Et pour le coup, ça se passe plutôt bien. Dans le sens, on a fait un ATH, mais surtout, on a squeeze beaucoup de gens. Et moi, je m'attendais justement à ce qu'on pousse, etc. Alors qu'on squeeze à ce point-là aussi vite, peut-être pas. Mais je pense qu'on a pris tout le monde par surprise et on a laissé plein de gens sur le côté, quoi. Moi, ça fait plusieurs semaines que j'étais très bull quand même sur BTC. Juste la petite déviation m'avait fait un petit peu peur. Mais on s'est bien rattrapé et avec ce reclaim et en fait ça fait plusieurs semaines où j'ai juste envie d'acheter que du BTC. Le problème c'est que le risk reward pour moi est relativement bon quand tu as des invalidations à court terme, mais il faut prendre tellement plus de size pour que ça a un énorme impact sur ton folio que c'est compliqué. Donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement long sur les dérivés. Alors j'ai eu je vous raconte un peu ma vie, hein, mais j'ai eu entre guillemets pas mal de
de chance ou d'expérience, j'en sais rien, mais globalement, on était en train de partir ici, et en fait, sur cette consolidation, moi, je me disais qu'on devait absolument tenir ici, que si on commençait à perdre ce niveau-là, on allait repasser en dessous, en tout cas, on allait chasser, c'est pas forcément ce qu'on voulait voir. Et à très court terme, si on regarde un peu plus près, on avait un beau range ici, où on a chassé justement juste le ici, avant de repartir, et en fait, moi, j'ai juste max size ici. Donc j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est bien passé pour moi. Et puis derrière, j'ai tout clôturé, je crois, en moyenne dans ces eaux-là, sur cet autre squeeze. Donc moi, j'en ai profité sur les dérivés, c'est plutôt cool. Et puis voilà, écoutez, a priori, on va clôturer cette semaine au-dessus de Avec 118 une 000 clôture de $, malade. ce qui est juste magnifique. Et puis, moi, j'étais bullish notamment le long terme, parce que, c'est ce que j'expliquais, on fait toujours des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. On perd pas cette dynamique. Tant qu'on perd pas cette dynamique, tout va bien. Donc voilà, moi, j'ai juste continué de buy, et je pense qu'on peut continuer beaucoup plus haut, parce qu'en fait, on a toujours des taux directeurs qui sont hauts aux US. On n'a pas encore vu de baisse de taux. Et puis l'or, il a eu sa période de performance, mais je pense que nous aussi, on peut l'avoir encore plus forte sur BTC. Et la réflexion, c'est que j'ai jamais assez de BTC. C'est concrètement l'asset qui nous guide, et j'en parle depuis le début du cycle. Beaucoup de gens sous-estiment BTC parce que voilà, il n'y a pas assez de potentiel, blablabla. Mais n'oubliez pas qu'on s'est énormément institutionnalisé sur ce cycle et dernièrement, et qu'il y a tout simplement des achats continus sur BTC grâce aux ETF. Et là voilà, exactement, c'est ce que je voulais montrer. Là, en 2 jours, on a fait rentrer plus de 2 milliards. Regardez tout à droite, voilà. Pour ceux qui ne savent pas lire ce tableau. Ici, vous avez voilà. Le nombre est en millions, donc quand vous avez 1175 millions, ça fait 1,175 milliards sur une journée de pression acheteuse, juste sur les ETF, et après vous avez bien entendu la pression acheteuse sur le spot, etc. Donc ça fait quand même ça fait du très très lourd. Et Ether, pareil, Ether, ça fait plaisir. Et du coup, là, ça c'est le net flow, donc si on fait la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti, et tu vois que c'est tout simplement une ligne droite en fait. Enfin, c'est juste vertical. Il n'y a que de l'argent qui fait rentrer dans BTC. Grayscale n'a quasiment plus rien à dump. Grayscale, il continue à dump, c'est toujours aussi fou. Enfin, en tout cas, des gens qui sortent de Grayscale. Mais voilà, donc énormément de pression acheteuse sur BTC, et ça fait énormément de différence. Et c'est aussi pour ça que c'est un des assets que je hold, parce que c'est, je pense, lui qui a une des meilleures espérances de gain. C'est-à-dire que c'est là où tu as les drawdowns, les baisses les moins fortes, et là où la probabilité de faire un nouvel ATH et de continuer en découverte de prix et de surperformer le reste du marché est assez élevée. Donc voilà, moi je suis toujours en BTC et en hype. J'ai du stablecoin aussi, mais sinon j'ai aucune autre position. J'ai quasiment rien, j'ai que du BTC et du hype, et ça me va très bien. Et on voulait justement parler de TH. ETH aussi, ça se réveille. Et tu te souviens, j'en parlais sur Twitter, je disais que pour moi, on avait assisté à une déviation ici en jaune, et que en fait la zone bleue était une opportunité de long qui était à mon sens assez intéressante, et au final on a été parfaitement la toucher pour derrière repartir en fait. Et en fait ce qui est le plus excitant sur Ethereum, c'est que techniquement pour moi il n'y a qu'une résistance en mensuel ou en weekly, c'est celle des 4000, et au-dessus de 4000 il n'y a rien, c'est ATH. Donc peut-être qu'on va range encore plus longtemps, etc. Mais pour moi, si on s'approche d'ici, c'est le moment où ça va accélérer, c'est le moment où justement tout le monde va se faire surprendre, parce que ce niveau-là, on l'a tellement testé. Je le disais déjà, ce test-là, on va pas se mentir. Mais là, pour le coup, ce niveau, on l'a tellement testé que je pense que la prochaine fois qu'on ira sera juste pour le traverser, squeeze et prendre tout le monde à revers. Et c'est là où en fait de la surperformance peut se créer sur Ether. On le voit d'ailleurs et sur les alts évidemment, parce que Ether est le roi des alts. Et on le voit même sur la paire BTC. Bon, faut le dire vite, mais il y a un rebond et un début de surperformance. En weekly, moi je regarde plutôt en 2 semaines. En 2 semaines ou en mensuel, on est même sur le point de reprendre les EMA. Bon, on n'y est pas encore, mais on a des premiers signes de force. Mais après, en fait, quand je vois ça, je me dis que Ethereum, d'un point de vue purement spéculatif, est genre vraiment cook par rapport à BTC, dans le sens où j'ai extrêmement de mal à imaginer Ether retourner au-dessus de ses highs. Et derrière, on a retracé globalement sur les plus bas. Donc, tu vois, en rebond ou une surperformance court terme, moyen terme, c'est possible. Mais une surperformance durable, long terme, j'ai vraiment du mal à y croire à nouveau. Peut-être pas, à moins qu'il y ait des choses qui arrivent. Il faudrait que ça change complètement du tout au tout, qu'il se passe un truc de dingue. Après, tout est possible sur ce marché. Mais avec tous les fondamentaux, à part si, je sais pas, t'as un grand groupe qui fait un micro-stratégie build avec un pognon monstre couplé à des changements fondamentaux, couplé à de l'activité on-chain, pourquoi pas? Mais on part de loin, quoi.
Et ce qui est grave intéressant, c'est que en fait, les inflows sont en train d'accélérer sur Ether. Tu vois, on était plutôt sur des journées de 60 millions, 70 millions avant. Enfin, faut pas oublier que globalement, Ether, c'est beaucoup moins capitalisé que BTC. Si on regarde, c'est 8 fois plus petit, un truc comme ça. Ouais, 7 fois, Large. 7 fois plus petit, tu vois. Donc en gros, si tu veux calculer l'impact enfin, genre, si tu veux comparer les inflows des ETF Ether et BTC, en fait, techniquement, il faut multiplier par 7 ce que tu vois là. Et si tu Hmm. multiplies par 7 ici, en fait, tu te rends On est compte que au-dessus de c'est BTC. gigantesque et c'est au-dessus de BTC proportionnellement. Donc, Hmm. énormément de demandes. Et on le voit encore ici sur ce graphique que je tweete à chaque fois, tu te souviens. Je disais qu'ici, on commençait à réaccélérer, que c'était quelque chose, à mon sens, qui était de bon augure parce qu'en fait, les inflows, ils se font par vagues, tu vois. C'est-à-dire, on a beaucoup d'inflows d'un coup, ensuite une période de stabilisation ou de baisse, et le moment où ça commence à reprendre, souvent, il y a peu de faux signaux, tu vois. Et justement, derrière, on s'est repris et on est juste parti tout droit. Donc, beaucoup de demandes pour enfin, un peu plus de demandes pour les ETF Ethereum. Et c'est vraiment une bonne chose. Tu vois, on est arrivé à 5,3 milliards de net flow. Sur BTC, on est à 52. Donc en gros, c'est comme si Ethereum était à 35 milliards en fait, d'un point de vue capitalisation. Donc faut pas sous-estimer non plus les inflows qu'il y a eu. Et voilà, et je pense que c'est bien d'expliquer comment comparer ça, notamment en ratio de market cap, parce que sinon les chiffres ne veulent pas dire grand-chose et on se dit que BTC a toujours des inflows hyper massifs par rapport à Ether. Sauf qu'il faut regarder d'un point de vue proportionnel, quoi. Donc tout ça pour dire que Ether, enfin, moi j'aime beaucoup ce que je vois. Après, pour le coup, là, on est un peu au milieu de nulle part, c'est-à-dire que je vois ça comme la borne haute, ça comme le gros point pivot ou la borne basse, et là où on est, c'est un peu le milieu, quoi. Tu vois, genre, Ouais. c'est là où on a eu Après, du support ici, enfin, même là, tu vois, en weekly, mais donc, dès qu'on ouais. se rapproche des 3000, la veste se retourne, tu vois. Ethereum, c'est moins de la merde, il y a moins d'explications de pourquoi ça pue, Ah, mais c'est le etc., prix, auxquelles j'ai pu participer, hein. Price is king, exactement. et c'est le prix qui crée la narrative. Ouais. Parce que fondamentalement, ça n'a pas bougé en 3 semaines, hein, qu'on se le dise. Ouais, enfin, fondamentalement, c'est la même chose qu'au bottom, quoi. Mm. Mais après, il y a Robinhood qui viennent build leur layer 2. Il y a de plus en plus d'institutionnels. Enfin, globalement, le signal, c'est que Ethereum, ça va rester la home of DeFi Ouais. et que genre tous les instits et les gens sérieux seront sur Ethereum ou sur le VM et Et probablement que, pas ou peu dans d'autres écosystèmes. et que côté DeFi, on commence à voir cette histoire de revenus et de buyback, notamment avec Sky de MakerDAO, qui fait v'là les revenus et un token qui s'apprécie, tu vois. Et du coup, bah, la porte qui a été ouverte par Hyperliquid fait que ça relance un narratif qui est plus sain, tu vois, par rapport à des meme coins, des trucs à la con comme ça, même si les meme coins, tu vois, là, le marché repart un peu, t'as v'là les mêmes qui ont pris. Mais voilà, un institutionnel ou quelqu'un qui est pas trop habitué à notre marché, au lieu de voir que de la connerie, il se dit ok, il y a aussi des projets qui build des trucs qui sont utiles avec des revenus. Et ça, c'est Ouais. cool. Et je pense que ça va être vraiment dur avec l'ascension de Hype, enfin pour les autres, dans le sens où bah en fait avec Hype on arrive quand même à tes souhaits, on arrive pas mal Allez-y. à comment dire, à rationaliser une market cap et une FDV par rapport à des revenus qu'il y a en face, tu vois. Ouais. Du coup, je me demande qu'est-ce qui va se passer pour les autres. Est-ce que certains trucs auront du mal à décoller parce que le marché est davantage rationnel et regarde davantage le revenu par rapport à la valo et on se retrouve un peu genre sur des sortes de PE ratio comme en TradFi. Ou est-ce que ça va rien changer et on va pump to the moon. J'ai envie de dire que là, moi je croyais plutôt à ça et puis de toute façon tu te retrouves avec des stellars qui prennent des 90% ou D'ailleurs, 100%. d'ailleurs, un Stellar qui pump, Mais après stellar il généralement, est parce que c'est XRP, ouais. ouais, mais quand t'as XRP Stellar qui pump, ça sent bon pour les alts au global, hein. Ouais, mais Et t'as regardé Doge, du coup, je vois qu'il est dans ta liste. Doge, c'est un putain d'indicateur aussi. ouais, mais c'est surtout que gros, le graphique de XRP, moi je le trouve méga bull. Enfin, techniquement, tu as une consolidation genre de presque 10 ans, enfin peut-être 6-7 ans, un Hmm. truc comme ça. Et derrière, on est en train de consolider sous la TH ici, en faisant un petit W ici. Enfin, je pense que c'est très probable que XRP continue. Enfin, en tout cas, si le marché se casse pas la gueule sur BTC, etc. Et XRP, je voulais le tweeter, et peut-être me positionner dessus, etc. Mais j'ai pas trop pu dernièrement, et puis je suis resté dans des positions qui étaient relativement simples. Mais enfin, graphiquement, je connais, enfin, la majorité des alts
ont une gueule 10 fois ou 100 fois pire, quoi. Enfin là, c'est... Mm. Et puis derrière, si tu regardes, genre, t'as un petit niveau ici qui est parfaitement réutilisé en tant que support. Donc, Bah en fait, t'as eu le pump Musk, pas Musk, Trump, à l'arrivée des élections et tout, avec les tweets qui auraient été faits, soi-disant pas consentis, où il parlait de réserve stratégique et tout. Et là, t'as même pas l'effet Trump, c'est juste ça monte. Ouais. Moi, par exemple, sur XRP, genre, ça me poserait pas de problème d'être acheteur, mais mon invalidation, elle serait là et j'essaierais probablement d'acheter, genre, dans une box comme ça, tu vois. D'essayer d'acheter, genre, dans ces eaux-là pour dériviser une price discovery. Et puis, de toute façon, XRP, c'est toujours la même chose. C'est des phases verticales, enfin, des phases horizontales et des énormes phases verticales. Et donc, c'est pour ça que je parle de XRP, c'est parce qu'en fait, si j'ai raison, je vais vite savoir que j'ai raison et j'aurai très, très raison. Et puis si j'ai tort, j'aurai tort et puis je prendrai ma loss comme d'habitude, quoi. Donc c'est pour ça que XRP, il est assez attrayant d'un point de vue risk-reward. Tu te souviens, juste avant que tu quittes XRP, tu te souviens en 2017 comment ils faisaient des hauts bas full manipulés. C'était trop rigolo 2017. T'avais du spoofing sur Bitrex. Tiens, pour mettre un petit peu de fun dans l'émission, regardez déjà la gueule du prix en 2017. C'est complètement aberrant. Mais en gros, à l'époque, au tout début de Bitrex, je sais même pas si tu étais encore là, Picsou. Au début de Bitrex sur 2017, tu pouvais voir les carnets d'ordre, mais vraiment de manière très précise, et les whales, comment elles sont positionnées, c'était très transparent. Et en fait, tu avais des gars qui codaient des bots où tu voyais les ordres à un prix donné, et d'un coup, le carnet d'ordre, il se vidait, et le prix, il partait ultra vite dans une direction, et tout le monde se replaçait, et ça faisait FOMO les gens, et leur faire des bêtises de malade. Et c'était toujours à des moments où tu voyais que c'était des groupes Telegram ou des gars qui se synchronisaient pour foutre le bordel, tu vois. Mais ils envoyaient vraiment le prix dans la direction qu'ils voulaient. Et c'était trop rigolo à cette époque. Non, clairement, il y a eu plein d'opportunités. Et puis, je vois qu'il y a des gens qui disent XRP impossible à trader. Franchement, c'est... En fait, quand tu dézoomes, c'est... Enfin, je sais pas, alors ça va, tu vois. Enfin, globalement, même tu peux le tracer comme ça. Globalement, tu as une énorme hausse. Enfin, c'est toujours la même chose, une énorme hausse. On retrace tout, on consolide de zinzin, énorme hausse, et ensuite, enfin, là, pour l'instant, on a une consolidation qui est bien plus faible. Mais après, c'est parce qu'il y a eu les États-Unis, il y a eu la dérégulation, il y a plein de trucs. Mais voilà, mais en tout cas, XRP, très intéressant. Je parlais de Morpho aussi sur Twitter, que je trouvais intéressant. Morpho. Parce qu'en fait, en gros, ce que j'expliquais, gros retracement, gros fondamentaux, petit W weekly, homme simple, basique, et juste on apprécie les bonnes choses, quoi. Donc, pour moi, l'invalidation sur Morpho, c'est ça, et si jamais on a un retest ici, ça doit absolument tenir, et puis voilà. Mais moi, personnellement, je suis même pas positionné sur Morpho. Des fois, je me surprends moi-même à pas suivre mes calls. Mes calls, en tout cas les trucs que je surveille et que j'ai envie d'acheter. Et voilà. D'ailleurs, Tao, ça dit quoi? Tao, ça commence à se réveiller un petit peu. Ça se réveille un petit peu. Ça se réveille un petit peu. C'est relativement calme. Solana, pareil. Moi, c'est AAV où je vois énormément de potentiel, tu vois. Parce que je regardais sur AAV. AAV, moi, quand je vois ça, je me dis, mais on va tellement à 2-3 000 $. Enfin, genre, c'est fou de dire ça, mais pour moi, l'ATH, on va l'allumer ce cycle. Et quand tu es en log, genre, tu dis pas qu'on va faire genre ça et ça. Enfin, ça m'étonnerait. Le produit est exceptionnel. En fait, c'est probablement la meilleure application crypto, quoi. Enfin, c'est le meilleur protocole DeFi crypto jamais créé, probablement. Et Uniswap, il ressemble à quoi le token? Parce que pour le coup, le produit, il est huge, mais le token, il n'a jamais existé. Il n'y a pas de buyback, mais il ressemble à ça, ouais. Uniswap, mais il est beaucoup moins attrayant, et je sais pas. En fait, les gens, ils passent de moins en moins par Uniswap. Enfin, maintenant, c'est... t'as Vélodrome sur Base déjà, et sinon c'est Solana, tu vois. C'est vrai que c'est moins la porte à tous les listings comme avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par Solana et Base. Hein. Donc, normalement, on balait par ça, mais il faut que je regarde, parce qu'en fait, le marché se réveille, du coup, ça devient intéressant. Il y a Ether qui se réveille, donc ça me fait bouger les alts, etc. Même BNB, en vrai, qui est intéressant, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pris le malin plaisir de prendre tous les graphiques de ces altcoins et de les comparer et de les mettre en paire, hype. De comparer hype par rapport à ces cryptos-là. Donc ça, c'est BTC, ça, c'est BNB, ça, c'est Solana, ça, c'est Ethereum. En fait, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, je hold juste le meilleur asset, en fait. Je vois pas beaucoup d'intérêt de me placer sur autre chose. Ah, ça y est, les gars, ça reprend l'éthique de langage, je suis désolé. Ouais. Et accessoirement, qu'est-ce que je voulais dire?
Putain, je commence ma phrase et je l'oublie d'un coup. C'est quoi ce délire-là? C'est quoi ce délire? On Bon, parlait bref, continue. des paires et de la dominance et la surperformance de hype, si jamais. Ouais, j'ai un coup de fatigue, c'est pas grave. Ça T'inquiète. arrive. Mais voilà. Et du coup, Si, je l'ai. Vas-y, dis. Bah, beaucoup plus de viewers que sur les émissions précédentes, direct. Hein. Et ça, c'est un indicateur. Alors, le prix amène les viewers, le viewer amène le prix, et puis quand on fait des records d'audience, c'est le top. Donc, je vous le dis, on a de la marge, hein, on est en cumulé, on a 600. Quand le marché est un peu euphorique, on est entre 800 et 1002. Quand il est complètement hors sol, on est au-dessus de 1002. Donc, on a de la marge pour le moment. Même beaucoup de marge. Il y a quelqu'un qui dit, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, après, calme-toi, le hype, avec le hype, tu vas te manger une belle correction. En fait, tout est possible. Donc, clairement, on peut se manger une énorme correction sur hype. Après, j'ai envie de te dire, ouais, peut-être qu'il va se manger une énorme correction, mais actuellement, c'est le meilleur asset en crypto. Il y a quasiment rien qui surperfe autant à ce niveau de capitalisation-là. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Et surtout, c'est pour se rassurer, je suppose, d'une certaine manière, mais tu as la seule crypto qui buy back, enfin, tu as le seul exchange qui buy back 97% qui utilise 97% de ses revenus pour buy back sa crypto, quoi. Donc, et Hyperliquid est de plus en plus utilisé, donc c'est quelque chose qui rassure pas mal. Et je pense qu'autant peut mettre un plafond en termes de valorisation, autant ça peut mettre un plancher, tu vois, d'une certaine manière. Parce que, en fait, si ça corrige trop et que les revenus et que l'utilisation est toujours aussi grosse et bonne, en fait, ça va juste rajouter et accumuler de plus en plus du supply, en fait. Parce que plus le prix est bas, moins ça coûte cher, en fait, pour Hyperliquid de racheter ses propres tokens, en fait. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui... Enfin, jusqu'à maintenant, voilà, toutes les corrections sont possibles. Et c'est aussi pour ça que moi, je mets des ordres de vente pour prendre des profits régulièrement. Et c'est ce que j'ai fait sur Hype en mettant des ordres de maintenant jusqu'à un peu plus de $100. Et juste, je laisse courir. Et puis, à chaque fois que ça monte, ça me fait mettre de l'argent en côté en stablecoin. Et puis, si correction il y a, à ce moment-là, j'aurai justement des stablecoins pour l'acheter si jamais ça m'intéresse, quoi. Donc, et puis, il faut aussi garder en tête que c'est pas parce que je vends mon spot que je ne suis pas exposé à hype, tu vois. Il y a aussi les produits dérivés que j'utilise très régulièrement. Donc, voilà, à prendre en compte. Le Total 3, ça donne quoi? Je vais regarder ça. Alors, parce qu'avec toutes ces coins qui reprennent un peu de couleur, ça doit bien monter, non, cette affaire? Le Total 3 qui est en train de marquer un petit W weekly en reload zone. Donc ça, c'est cool. Après, alors, rappelle de ce que c'est le Total 3, si jamais il y a des gens qui découvrent un peu. Le Total 3, c'est la capitalisation du marché crypto en excluant BTC et ETH. Voilà. Donc, c'est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies cumulées en enlevant du coup Bitcoin et Ethereum du calcul. Donc, c'est un peu l'indice des crypto-monnaies altcoin, quoi. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas que c'est un bon indice. Je trouve que le meilleur indice, c'est Others. Et Others, c'est genre toute la capitalisation du marché crypto en excluant le top 10. Ouais. Et du coup, ça, pour moi, c'est beaucoup plus représentatif de ce à quoi les alts ressemblent. Et du coup, si on compare le Total 3 à la paire BTC, on voit que certes, c'est beau, mais ça surperfe toujours pas à BTC. Et si on regarde Others, donc tout ce qui est en dehors du top 10 face à BTC, on est toujours au shot. Ça sent pas bon la chim. Voilà, après, il y a des bonnes opportunités. Je pense qu'il faut vraiment bien sélectionner. Je pense que la majorité, ce sera pas fou. À part sur peut-être des éclats de génie ou de réussite avec peut-être un Ethereum qui se remet à performer. Mais ouais, je suis pas hyper emballé par ça. Par contre, ça m'emballe un petit peu plus, quoi. Surtout qu'en soi, je trouve qu'en daily, c'est assez facile à surfer, tu vois. Ce que moi, j'ai fait, c'est que je suis juste resté dedans tant qu'on était au-dessus des EMA et qu'on n'avait pas croisé à la baisse. Quand j'ai senti que ça appuyait, je me suis sorti. Et dès qu'on a recroisé à la hausse, c'est le moment où je me suis repositionné. Je me suis même repositionné un peu avant. Globalement, j'étais sorti là et je suis rentré en moyenne là. Donc, d'ailleurs, ça m'a donné plus de coins aussi pour la suite. Et on a beaucoup parlé de crypto jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est aussi bien de parler de la finance traditionnelle, parce que en fait, le S&P est tout simplement en découverte de prix, mais c'est surtout qu'on a une surperformance assez folle du BTC dernièrement, alors que le S&P, certes, est en ATH, mais il n'a pas gigamoon pendant le moment où BTC a squeeze à la hausse dernièrement. D'ailleurs, je vous disais qu'on regardait aussi le S&P en euros.
Et en euros, on voit que on n'est pas du tout à l'ATH parce qu'en fait, c'est surtout l'euro qui s'est apprécié contre le dollar, ou en tout cas ou le dollar qui s'est déprécié face à l'euro. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que je m'étais positionné sur certaines actions dont je t'avais parlé, donc notamment celle qui est dans cette liste ici. Et en fait, sur Oud, on est parti juste en légende depuis l'annonce. Bon, après, j'ai acheté très haut, on va pas se mentir. Hein. J'ai acheté, je crois, à 90. Je pense que si on revient à mon prix, je vais me tailler. Mais j'essaye de surfer le truc parce qu'avec toute la tokenisation et tout ce qui se passe en ce moment avec Robinhood, ça me donne un certain opium. J'ai continué à acheter du MicroStrategy qui, voilà, forcément s'apprécie avec le pump de BTC qui devrait encore plus s'apprécier, je pense, à l'ouverture. Et surtout Nvidia, tu te souviens, j'en avais parlé, j'en achetais de plus en plus, etc. Et Nvidia, c'est aussi très très apprécié et est devenu la première entreprise à franchir les 4000 milliards de capitalisation. Ce qui est tout à fait et tu vois, ce qui est de magnifique, c'est que si Bitcoin et les cryptos n'étaient pas entrés dans ma vie, 100% qu'aujourd'hui, je serais exposé à AMD et Nvidia. 100%. J'ai pas vu AMD d'ailleurs. AMD, ça va aussi, hein. Ça se passe plutôt bien. Hein. Oui, AMD, ça va. AMD, ça va. En fait, Intel est en retrait parce qu'Intel, ils sont hors circuit sur le narratif de l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment... Intel, ils ont fait une erreur de malade. En fait, ils ont fait 2 erreurs. La première erreur, c'est de ne pas avoir feed le marché des GPU, parce qu'en fait, tu vois, ils sont restés sur les processeurs. Et la deuxième erreur, c'est de ne pas avoir full focus sur l'IA. Alors qu'AMD, tu vois, ils sont arrivés, ils ont fait CPU, GPU, ils équipaient les serveurs, ils essaient d'être quand même un peu au niveau côté IA. Bon, Intel font des cartes graphiques avec énormément de mémoire dédiée, mais si tu regardes Intel, l'action elle est puante, et même le nouveau directeur d'Intel, il est en mode sur l'IA on est secoué, quoi. On est nul à chier. Mais peut-être que... Ils sont au même niveau qu'en 2011, alors qu'il y a eu une inflation de fou furieux, en fait. Donc, bien sûr. c'est catastrophique, en fait. C'est une catastrophe, quoi. Et il y a quelqu'un qui le disait, j'avais pas du tout suivi, mais le silver qui est sur ses plus hauts depuis... là, j'avais jamais atteint ce niveau-là depuis 14 ans, en fait. Donc, putain, mais le silver, on dirait trop XRP un peu dans le délire. Tu vois ce que oui, ça a été accumulé par des élites reptiliennes, on peut dire. Ça, c'est le silver, et ça, c'est XRP. Ouais. Il y a un petit air de famille, Et du coup, dans les autres choses que je me suis noté du coup pour cette semaine, quelques anecdotes intéressantes. Alors, d'un point de vue TradFi, il y a Trump qui a fait passer la Big Beautiful Bill, qui va lui permettre d'avoir plus de cash à dispo pour faire un petit peu ce qu'il veut. 300 milliards pour la défense et l'immigration, des allègements fiscaux aussi, et $1000 investis dans le S&P 500 pour chaque nouveau-né. Enfin, je sais pas si tu as vu. Tu as d'autres mesures phares aussi de ce qu'on a tweeté. Crédit d'impôt renforcé pour les familles et les PME, fonds pour la relocalisation industrielle, donc bonus pour les États patriotes, et création du Freedom Innovation Fund pour financer l'IA, énergie, cybersécurité et santé. Donc, et tout ça, mais pas de dossier Epstein, parce que avant la présidence, je vais relire les dossiers et puis je vous en dirai plus sur le 11 septembre. Puis une fois président... il n'y a pas de dossier Epstein, puis après il y a de nouveau, mais en fait c'était Obama et les démocrates. Gros fils de pute, voilà. Voilà, c'était assez évident, mais c'était assez évident. Hein. De toute façon, faire confiance à un homme politique, c'est la pire des erreurs, voilà. Mais bon, il nous aura fait pumper le marché en fin d'année 2024, voilà. Il nous a tout repris avec 2 meme coins de fils de pute. C'est des choses qui peuvent arriver. On se refera avoir dans quelques années avec un nouveau Mozart. Hein. De toute façon, ils y arrivent toujours. Ah, on a le nôtre aussi à la maison. Ouais, on a le nôtre. Mais ouais, du coup, la Big Beautiful Bill qui est passée, et je suppose qu'on va avoir encore pas mal d'impressions monétaires et encore plus de dettes du côté américain. Il y a eu aussi une énorme pression qui a été mise sur Powell. Je ne sais pas si tu as vu ça, j'ai vu que des gens en parlaient dans le chat et on en a parlé sur Twitter. En fait, en gros, il se prend un pressing de malade et du coup, il est potentiellement sur le point de démissionner. En tout cas, c'est ce qui court en termes de rumeurs. Et du coup, je suppose que s'il est remplacé, c'est pour mettre un mec qui va juste baisser les taux et envoyer le marché sur la lune, quoi. C'est comme ça que je l'envisage. Et dans les autres news liées aux US, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a les US qui ont retiré leur appel pour l'affaire Tornado Cash. Donc c'est une affaire qui a l'air de se clôturer. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais, j'ai vu ça. Donc voilà. Et sinon, écoutez, pour moi de mon côté, les potes, c'est à peu près tout. Ce qu'il faut retenir de mon côté, c'est que je suis toujours très majoritairement en BTC, en hype
et en stablecoin. Que je suis toujours bullish sur le marché, que je laisse courir le marché tant qu'on casse pas de support. Pour moi, le dernier support sur BTC, à mon sens, sous lequel il ne faut pas retourner, sous lequel il ne faut pas reclôturer en weekly, c'est les 108 000 $. Pour moi, si on commence à retourner en dessous, ça sent pas très bon. Mais dans tous les cas, au fur et à mesure du développement du prix, de ce qui va se passer, on va établir des nouveaux points, etc. Mais tant qu'il est en découverte de prix, on peut s'attendre à ce que BTC run vraiment, parce que il a été en vraie découverte de prix sur ce cycle que ici, entre guillemets, tu vois. Et c'était relativement court, mais c'était quelques semaines qui étaient très intenses et qui nous ont emmené vraiment beaucoup plus haut. Depuis, c'était vraiment de la consolidation. Sur Hype, pareil, pour moi, il n'y a plus vraiment trop de raisons de repasser sous les 39-40. Si on commence à repasser sous 39-40, pour moi, ce serait pas très bon signe. Ça me ferait un petit peu peur, mais dans tous les cas, si je prends des décisions sur Hype, ce serait de pair avec BTC. Et après, relativement optimiste sur Ether, juste, il sous-perf Hype, et c'est pour ça que je me positionne pas dedans, mais sinon j'en aurais probablement acheté. Et puis j'ai mentionné Morpho et d'autres trucs. Je fais pas une fixette nécessairement sur Morpho, juste parce que j'en ai parlé et que les gens ont pas mal relié, mais je vais regarder davantage les altcoins parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Et si Ether est amené à continuer de performer, ou en tout cas à relever un petit peu la tête, à ce moment-là, ça pourrait être très intéressant, d'autant plus que si Ether, à mon sens, retouche les 4 000 $, à ce moment-là, je pense que ça nous emmènerait probablement en découverte de prix dans la semaine qui suit ou très, 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 très rapidement. Moi, je m'attends à ce que les 4 000 $ soient traversés super vite, mais tant que ce n'est pas le cas, on est juste dans un énorme range, et là, pour le coup, on est littéralement au milieu du range. Donc voilà, patience. Et c'est pas pour autant que je suis bull sur BTC et sur Hype que je prends pas des profits. Bon, après, BTC, c'est un peu le bac d'une vie, je vais pas vous mentir. Mais Hype, je prends des TP sur toute la hausse, histoire d'avoir des stablecoins à disposition, si jamais il y a des corrections de marché ou que j'ai envie d'envoyer plus d'argent en TradFi, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai pris comme réflexe, c'est typiquement de prendre les profits que je réalise en crypto pour les mettre en TradFi, histoire de me diversifier et aussi de regarder d'autres choses. Et le fait d'avoir investi de plus en plus dans la bourse m'a fait augmenter en termes m'a fait m'améliorer en termes d'expérience, de temps d'écran et tout devant ces graphiques et ces assets. J'ai l'impression de mieux les comprendre, et ça marche plutôt bien jusqu'à maintenant. Donc je continue dans cette ligne-là. Du coup, tu vas pouvoir enchaîner sur la partie Fonda et Actu. Et justement, pour la partie Fonda et Actu, moi, ce que j'aurais retenu de ces derniers temps, c'est que le game, il a totalement changé. Et que je vais pas vous dire les Fonda, c'est pas important, ça reste toujours important. Tu vois, Hyperliquid, si c'était sur un socle de merde, ça marcherait pas. Mais simplement, price is king, et aujourd'hui, tout est une affaire de pression acheteuse, en fait. Au travers des ETF, ou au travers des buybacks, ou en regardant un calendrier de déblocage sur un actif, voir à quel point les VC peuvent te gerber à la gueule versus quelle pression acheteuse tu as en face, et c'est tout, en fait. Et les fondamentaux autour, c'est bonus. C'est pour ça que je regarde surtout BTC, Ether, qui en soi ont des ETF, et AAV et Hype, qui ont des buybacks. Et je regarderai sûrement Pump aussi. Mais tout le reste, ça a beaucoup moins de valeur intrinsèque et ça se reflète beaucoup moins dans le prix durablement. Genre, tu peux avoir des grosses hausses, mais c'est des choses qui retombent vite et qui se basent beaucoup sur des promesses et du potentiel. Mais je préfère avoir des promesses et du potentiel avec du revenu que sans. C'est surtout que la réalité, c'est que nous, on a connu les cryptos dans un marché totalement dérégulé, avec du wash trading dans tous les sens, où en fait, tu pouvais faire la pluie et le beau temps avec du spoofing de carnet d'ordre à l'ancienne. Et aujourd'hui, le marché, il est tellement régulé que tu as du spoofing sur des plus petits exchanges, mais les gros, ils peuvent plus faire ça. Ils peuvent pas maquiller. Donc du coup, la réalité te rattrape. Donc oui, on était sur un marché qui en plus était beaucoup moins capitalisé, beaucoup plus illiquide, mais surtout, tu peux plus le manipuler comme avant. Et je pense que c'est ça qui joue beaucoup aussi. Attention à la manipulation. Oui, attention. Mais c'est la vérité. On a vraiment 2017, c'était nimp, et puis même je pense que sous FTX Prime en 2021, c'était un peu à la Zub aussi. Hein. On va pas se mentir. C'est pour ça que je me mets aussi sur des assets qui sont moins susceptibles de se faire manipuler, je pense. Ou en tout cas manipuler dans mon sens, plutôt que par des VC. Bon, j'espère que Mako, elle va pas me péter dans les doigts. On va prier. C'est parti. Et j'ai pas parlé de ça, mais vidéo de Aigri sur Maple, qui était très intéressante, que j'ai regardé. Et j'ai vu que tu as sorti aussi quelque chose sur Axiom, un article que j'ai pas encore eu le temps de checker. On va en parler rapidement. Dont aussi la vidéo avec la formation sécurité. Oui, et la deuxième partie de la formation sécurité, elle arrivera cette semaine. Allez, c'est parti, je mets mon écran. Confirme-moi bien que tu le vois. Parfait.
On commence du coup directement par l'actualité, ça va être très court. Alors déjà, énorme merci à Bitpanda de sponsoriser cette émission, qui est le partenaire principal de Coin Academy. Donc Bitpanda qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies, d'acheter des produits dérivés, pas d'acheter des produits dérivés, d'investir au travers de produits dérivés. Vous pouvez aussi donc acheter actions, matières premières, etc. Donc c'est une offre qui est très complète. Vous avez un site internet complet, vous avez une application mobile. Vous allez avoir un Layer 2 bientôt parce qu'ils ont aussi avancé sur une offre Web3 très complète. Alors, je vais taper Bitpanda Web3 si ça vous intéresse. On va vous faire du contenu à ce sujet-là, hein, des trades, contenu vidéo, etc. parce que c'est important de le couvrir. Mais voilà, Bitpanda qui est un acteur historique sur le circuit européen, qui est régulé, qui est carré, qui va sortir un wallet sous peu. Le Vision Token sous peu, donc on va vous donner plus de détails bientôt quand ça va sortir. Voilà, évolution de leur protocole, puisqu'il y a très très longtemps, il faut savoir que Bitpanda est un précurseur du multi-chain avec Pantos, puisque déjà à l'époque, en 2017-2018, ils voulaient déjà faire quelque chose de multi-chain. Et donc là, ils vont sortir une refonte de Pantos, un Launchpad, un L2, donc beaucoup de produits en plus du produit principal, qui est une plateforme qui va vous permettre d'investir. Donc je vous montre rapidement la plateforme. Voilà, c'est ce qui fait vivre le média principalement, donc c'est important et c'est une belle plateforme. C'est-à-dire que si vous êtes un trader très actif, c'est pas là où vous aurez les frais les plus sexy. Si vous voulez voir les frais, de toute façon, ça se passe sur Bitpanda Fusion. Vous allez sur Bitpanda Fusion dans frais, en sachant que c'est les frais qui sont affichés ici dans Bitpanda Fusion, c'est quand vous passez par l'interface Bitpanda Fusion, donc ça démarre à 0,25 points, voilà. Et quand vous allez sur l'interface principale Bitpanda, les frais sont supérieurs. Donc si vous faites des achats une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Voilà, les frais, c'est pas ce qui va vous cabosser. Par contre, effectivement, si vous faites constamment des achats, des reventes, c'est pas le plus optimal. Donc le parcours d'achat, il est très simple, hein, de toute façon. Vous choisissez quel type d'actif vous voulez acheter, soit des cryptos, soit des indices, donc c'est-à-dire un lot de cryptos sur des narratifs précis comme des meme coins, soit des actions. Vous avez pas mal d'actions américaines notamment, des ETF, matières premières, métaux. Donc vous avez tout ça et vous pouvez rapidement swapper d'un actif à un autre. Vous pourrez par exemple vendre une crypto-monnaie pour acheter une action. Mais si vous êtes en plus-value sur la crypto-monnaie, eh bien, le fait de la vendre, c'est comme si vous la revendiez contre des euros. Donc c'est un événement fiscal. Donc vous allez devoir le déclarer et vous allez devoir payer un impôt. Voilà. Donc c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire si vous êtes en plus-value sur les cryptos. Mais sinon, vous avez cette possibilité. Voilà. Et vous pouvez mettre en place un plan épargne également si vous voulez de manière récurrente investir toutes les semaines, tous les mois, etc. Donc vous avez tout ça en plus d'une application mobile. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et on va pouvoir continuer. Vous avez le lien, bien entendu, Bitpanda en description. Donc, on en a parlé lors de l'introduction. PumpFun, qui a fait une levée de fonds absolument historique. Et pas mal de choses à retenir de cette levée de fonds. Bon, déjà, ils ont levé 600 millions. Alors, j'entends 500 millions d'un côté, 600 millions de l'autre en 12 minutes. Moi, j'ai noté 600 millions de ce que j'en ai lu. La première chose à retenir, c'est que la majeure partie des fonds qui ont été levés ont été levés au travers de PumpFund directement et pas au travers des exchanges. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau du parcours utilisateur sur les exchanges. Il y a plein d'endroits où ça n'a pas marché. Apparemment, les investisseurs européens ne pouvaient pas investir non plus. Donc, bref, tout ça a fait que c'est Pump qui a pris la caisse. Mais ça montre qu'aujourd'hui, un projet est capable de vivre sans dépendre des plateformes centralisées. Donc, petit à petit, les événements on-chain sont fous. Et souviens-toi, Léo, il y a 3-4 ans, je te disais, à un moment donné, on va avoir des produits on-chain qui seront aussi bons que du décentralisé. Tu n'y croyais pas des masses. Ça commence avec DYDX. Maintenant, ça se fait au travers de Jupiter, ça se fait au travers de PumpFun, au travers d'Hyperliquid. Donc, il avance bien ce marché et c'est cool. Et en plus, on redistribue aux utilisateurs, donc que demande le Pump. Ensuite, du coup, donc, comme dit, on a 25% des revenus de Pump qui vont servir à racheter le token. Donc on va avoir de la pression racheteuse naturelle, en sachant que quand tu tapes revenus, alors ça je vous le mettrai en description également sur YouTube, quand tu regardes un peu les revenus des différents protocoles, tu te rends compte que PumpFun, ils mangent. Hein. Voilà, sur 30 jours, ils ont fait 36 millions, ils sont parmi les plus gros, donc quand tu annualises tout ça, ça fait il en manque, un là, demi-milliard de... Il en manque ici beaucoup. Par rapport à DeFi Il n'y a même pas Hyperliquid. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais je sais pas pourquoi il n'y a pas Hyperliquid sur celui-là. Par rapport à DeFi. Il n'y a même sinon, pas. Ouais, il y a AV. Ok, ouais. Mais il manque le meilleur. Non, mais oui, c'est énorme. Et regarde Axiom. Axiom qui est un agrégateur. Hein. Non. Qui est un simple agrégateur. Oui. En fait, ils prennent des fees on top sur des pools, c'est ça ? C'est ça. En gros, ils sont branchés à plein de projets qui sont sur Solana, d'ailleurs, exclusivement sur Solana. Et en fait, ils te permettent d'être ultra réactif pour sniper des tokens. Donc, on est vraiment sur
du meme coin principalement à Mec, l'extrême et ils se 1% gavent. sur du même coin. Et il n'y a pas de token. Et il n'y a pas de token encore sur Axiom. Ouais. Voilà. Donc si jamais Coin Academy Axiom, on a fait un article d'analyse. Où est-il? Faites gaffe d'ailleurs à ces liens sponsorisés bizarres là. Faites gaffe à tout ça. Alors attendez. Tu l'as vu, mais tu l'as pas mis dans le titre, je crois. Je l'avais vu. Parce que t'as mis Axiom y a pas 2 dans points, le je titre. pense. Ok. Faudrait corriger le titre du coup. Je vais me le noter tout de suite. Là, j'apprends encore des fonctions de Coin Academy X années après. Intéressant. Bref, donc analyse Axiom, voilà, comme dit, c'est un agrégateur en quelque sorte. Ça vient se brancher en surcouche de tout avec des systèmes d'affiliation pyramidale. Donc, il me semblait qu'il y avait un visuel qui montrait un petit peu sur quoi ils étaient branchés. Bon, bref. Ah voilà, le visuel, il est là tout simplement. Ce qu'on voit bien. Par-dessus, c'est quoi ça? C'est Margin5, Coinbase, Hyperliquid Pump, Hyperliquid Redium, Jupiter. Voilà, donc ils prennent des feeds bâtards, ils se régalent. Et puis s'ils sortent un token, j'imagine que les gens vont se ruer dessus comme des fous. Donc vraiment, ce narratif des revenus et de la redistribution, il excite tout le monde. Et c'est un peu le narratif 5 qu'il faut surveiller en ce moment pour essayer de viser les bons projets. Ils utilisent la même tech que Phantom d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont intégré Hyperliquid et en gros, ils rajoutent des frais avec les builder codes par-dessus pour prendre des frais sur chaque transaction. Donc, dans tous les cas, c'est moins intéressant de trader sur Axiom que sur Hyperliquid directement si tu veux trader des perps. Mais tu vois, genre, petit à petit, en fait, c'est Hyperliquid qui distribue son produit via ce système-là et ça marche plutôt bien. Également, donc au niveau de la tokenomique de Pump, ça vit, hein. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà gavés avant, ils sont relevés comme des porcs, et en plus, ils se prennent un supply de tokens ouais, pour moi, je trouve ça pas 20% énorme, pour la team. 20% pour la team. Tu vois, genre, t'étais même à, je sais plus, t'étais à 20 ou 30, tu vois, sur Hyperliquid. Mais c'est plus tout le reste, en fait, qui est un peu effrayant. Mais en fait, c'est plutôt le community écosystème initiative, tu vois, genre en mode, qu'est-ce que ça inclut et globalement, est-ce que c'est la team et ses potes ou ou est-ce que c'est des choses intéressantes, quoi. Ouais, pareil pour Fondation. Et après, tu vois, en Initial Coin Offering, t'as pas que de la publique, de ce que je comprends, t'as aussi un peu de privé dans les 33%. Donc c'est un peu bizarre de ce point de vue-là. Bon, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va empêcher les gens de s'y intéresser, hein, de toute façon. Donc Pump, ça va être très très intéressant à surveiller parce que c'est le mal aimé. Et que généralement, quand il y a un non-consensus, ça a été le cas de Solana à ses débuts, ça a été le cas d'Hyperliquid à ses débuts, ça peut donner des réactions très intéressantes. Mais du coup, la question, c'est, il y a 25% des revenus qui sont utilisés pour acheter le token. Le reste, ça devient quoi, genre? C'est tout dans les poches de la team, je pense qu'ils se le mettent en trésor. Mais du coup, pourquoi la team a aussi des tokens? Enfin, je suis en mode... parce qu'ils aiment l'argent. Mais avec autant d'argent, ils vont être obligés de faire un truc de malade. En fait, là, aujourd'hui, déjà, ils ont pris 600 millions dans leur poche, plus les 500. En gros, ils ont pris, sur ce cycle ou sur un an et quelques, ils ont pris plus d'1 milliard dans leur poche. Et là, ils prennent encore plus, quoi. Plus d'1 milliard. Et c'est des gamins, en plus. Des gamins, je sais pas, mais ils ont l'air, je sais pas, genre. Ils ont la vingtaine, quoi. La vingtaine, quoi. Pour la plupart. Ouais, c'est un truc de malade. GG à eux, hein. Rien d'autre à dire. Ensuite, toujours sur ce narratif des revenus, évidemment, BlackRock qui casse tout avec son ETF Bitcoin, où on parle de 700 000 bitcoins achetés sur 18 mois. Alors, c'est pas eux qui s'achètent et qui se les gardent. Oh là là, les vilains BlackRock. Non, c'est pour le compte de leurs clients. Mais la somme est folle. Et surtout, l'info à en retenir, c'est que ça fait que cet ETF Bitcoin est le troisième ETF du groupe sur à peu près 1200 en termes de revenus. Et que à ce rythme-là, ça pourrait devenir le premier rapidement. Donc ça, c'est vraiment une stat qui est violente. Donc je pense que les Illuminati de BlackRock, ils aiment beaucoup Bitcoin. Pour le coup. Ensuite, voilà, ce que tu disais plus tôt, Phantom qui intègre Hyperliquid. Donc, on l'a très bien précisé. Par défaut, vous avez la politique de frais d'Hyperliquid que vous pouvez retrouver dans la doc où on démarre un peu en dessous de 0,05% pour les frais taker et 0,015% pour les frais maker. Donc, c'est quoi la différence entre taker et maker pour ceux qui ne saisissent pas? En fait, quand vous placez un ordre d'achat, si vous êtes un taker, c'est-à-dire que vous prenez les liquidités sur le marché, donc ça vous coûte plus cher parce que vous rendez les marchés du coup moins liquides et c'est pas terrible. Si par contre vous mettez un ordre limite, c'est-à-dire que vous dites moi je veux placer un ordre précis, donc tout le monde va le voir, donc c'est beaucoup plus transparent, ça rend le marché beaucoup plus liquide, pour vous récompenser de faire cet effort, eh bien vous allez payer moins cher, tout simplement. Donc c'est des frais qui sont très compétitifs sur Hyperliquid. Et du coup, il y a difficilement mieux, ouais. À part des trucs qui prennent pas de frais mais qui n'ont pas de buzz, il y a difficilement mieux. Et du coup, ça fait que Phantom, ils se sont dit, comme ils sont hyper compétitifs, même si je rajoute ma commission de 0,05% par-dessus, on est quand même au niveau des plateformes centralisées parce qu'on est en dessous des 0,10%. Mais en fait, c'est ça l'objectif. Et c'est là où Hyperliquid a été super... Enfin,
ils ont été super smart, c'est qu'en fait, ils ont fait exprès de mettre des frais qui sont extrêmement bas pour que des gens puissent en rajouter par-dessus et mieux distribuer leurs produits, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très smart. Mais Ouais. ce dont on se rend pas compte, c'est que les frais sont extrêmement compétitifs et s'ils offraient les mêmes frais que Binance, leurs revenus seraient bien supérieurs, quoi. Donc il faut se rendre compte à quel point Hyperliquid, c'est vraiment peu cher à utiliser. Clairement. Et aussi bien en spot Ouais. qu'en perp, hein, d'ailleurs. Ensuite, on a JMX, qui est un OG des échangeurs décentralisés, qui a subi un hack assez violent de 40 millions à cause d'une faille dans un smart contract. Bah écoutez, ils ont pas cherché à comprendre, ça a été assez malin de leur part, parce que je pense qu'ils se sont dit, bon, on a pris moins 40 millions dans la gueule, ça a un coût à tuer le protocole. Après, c'était que un peu. la V1, je crois, c'est un ancien Euh, produit qui était très peu utilisé, hein. Oui, bien sûr, mais Oui, enfin, ça met un coup. niveau image, c'est pas terrible, malheureusement, en plus de la perte financière. Bah, du coup, ils ont dit au hacker, vas-y, tu prends 5 millions, t'attaques pas. Le hacker, il a dit, ok, I will return the fund later. Il a retourné les fonds, mais pas tous les fonds, il a gardé sa com de 5 millions. C'est propre, tu vois. Et du coup, voilà, affaire réglée, et le token a rebondi un petit peu, le token de GMX, à la suite de cette information. Ensuite, pour terminer, on a l'entreprise Sharplink qui a acheté 10 000 Ethers directement à la fondation Ethereum pour $2 500 à l'unité, ce qui redonne du coup un peu de vie à leur action. Alors ça, c'est un truc, les gars, je t'en ai pas parlé, Léo. Je donne pas de nom, ça sert à rien, je crache sur personne. Tu as plein d'entreprises qui sont cotées en bourse, sur différents types de bourses, qui n'ont pas de buzz et qui se disent, bon bah voilà, MicroStrategy, leur action elle pue du cul, ils ont dit on va faire une trésor en Bitcoin et ils ont changé complètement de life. Bah on va faire pareil, soit sur Bitcoin, soit sur Ether, soit sur Solana. Du coup, j'ai été contacté apparemment par un projet qui allait faire ça, qui voulait un relais en France. Méfiez-vous un peu de ces boîtes-là. Alors, c'est pas le cas de Sharplink, parce que pour le coup, Sharplink, c'est un petit peu plus sérieux. On a quand même Joseph Lubin qui est rentré dans les rangs, donc Joseph Lubin qui est fondateur de Consensus. Hein. Et voilà, il y a plein de boîtes en manque de buzz qui annoncent des trésoreries en crypto pour faire pumper leurs actions en bourse, pour faire un dernier exit avant de se barrer. Mais en fait, là, le plus fou, je pense que c'est qu'il faut retourner la phrase et plutôt dire la fondation Ethereum a vendu des Ethers. C'est peut-être comme ça qu'il faut l'interpréter. Ouais, comme Non, d'hab. mais c'est à C'est chaque vrai, pump, c'est vrai. une petite vente. Ça met bien. Ouais, ça met bien. Mais bon, faut bien qu'ils mangent Pour payer quoi? pour payer les gens qui vont faire des danses extrêmement gênantes dans des conférences. D'ailleurs, alors, je suis un enculé. En vrai, je suis un enculé. Non, J'aime bien mais les il conférences faut de Ethereum. l'argent pour faire ces choses-là, c'est clair. Mais ce qu'il y a de très intéressant avec les conférences Ethereum, à la différence de Solana, si je peux me permettre, c'est que tu sors d'une conférence Ethereum, tu as parlé avec des gens, tu as appris un peu de trucs, mais la conférence en tant que telle, elle m'apprend à rien du tout. C'est toujours des trucs qui sont extrêmement techniques pour des gens qui se font de la Non, branlette en vrai, c'est pour intellectuelle les devs, technique. je pense. Ça ne... Je pense que c'est Si, beaucoup pour gros. les devs. Bah, c'est ce que Mais je te dis. c'est juste que t'es pas la cible. Bah, oui, mais Si t'es pas la gros, cible, c'est pas pour autant que tu as voulu. pourquoi il n'y a pas des stands left curve, tu vois? Solana, ils ont dit on fait left curve, right curve, on fait un truc pour les TECOS, un truc pour les non-TECOS, et tout le monde surtout. Les ETHCC, déjà les tickets coûtent la peau du cul, le retail ressort, il a rien appris. Mais le retail, il va pas à l'ETHC. Et même niveau communication sur les réseaux, il y a chi. À chaque fois, voilà, tu as eu Robinhood qui a fait son truc, mais Ethereum en tant que tel, il y a chi. Et on me dit, il y a un décalage sans image. Bah, je Mais moi, m'excuse j'ai du pas le coup décalage chez toi, hein, donc peut-être qu'il parle de de moi. ça. Ouais, bah, je sais pas. Mais moi, je l'ai pas Je avec sais toi. pas. Bon, ok. Bon, en espérant que ça aille. Voilà pour les actualités. Et après, niveau fondamentaux, bah, ça va être très très court pour cette émission de mon côté. Simplement, on a PayPal qui a annoncé lancer son stablecoin PUSD sur Stellar. Voilà. News de fou malade. Ensuite, on a... enfin, ça date de juin, pardon. C'est même pas juillet, je suis retombé dessus, mais c'était... Bref. Ensuite, comme tu disais dans le début de cette émission, on avait Bonk qui prenait du buzz. Donc c'est vrai, on en a parlé dans l'émission précédente. C'était un concurrent de Pump Fund qui s'appelle Bonk, qui lui redistribue 50% des revenus, qui a pris pas mal de buzz. Mais la Pump est en train de reprendre son buzz. Tu vois, on a 45% pour Pump, En fait, il faudrait regarder sur le 40% pour plus Bonk. large, Mais parce c'est qu'à quand chaque fois, même là, c'est du intéressant sur 24 les... heures, 6 heures, 1 heure. Ouais, je peux pas Ouais. sur cet outil. Je crois qu'il y Malheureusement. avait des trucs sur. Cet outil ne me Je le sais pas si permet c'était pas. d'une ouf, je pense que c'est d'autres trucs, mais il faudrait qu'on regarde, qu'on prépare mieux la prochaine fois. Je pense que ça peut être un bon sujet de conversation. Alors, j'ai noté les trucs par rapport à Pump Fun sur Dune, par contre. Spécifiquement à Pump. On a ça, effectivement. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de la distribution, tu vois. On a, au final, 24 000 wallets quasiment qui ont fait le KYC. Donc, on a
dans le lot, on en a moins qui ont acheté, mais on a quand même 42% de participation, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui font des KYC à la volée pour pas L'average être buy à capés, 44 000 $, évidemment. ça me paraît énorme. En fait, regarde à droite, L'average buy est... là, tu as la distribution avec les wallets. Et en gros, fais voir les wallets Ouais. à 1M. Tu as 138 wallets. Ouais, donc les wallets à 500K 138, ouais. Attends, je vais zoomer à mort. Voilà, 1M, on est à En gros, 200. tu as déjà un tiers de la sale, enfin, même quasiment la moitié de la sale avec que des wallets à 1M. C'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Et regarde après les wallets 1M, 1M, 1. Parce que Et je pense max, que ouais, c'était tu pouvais capé pas du mettre coup. plus. 1M, 1M, 1. Et du coup, C'est pour ça que ça fait c'est des quoi la proba? KYC à En balle. plus, qu'il y a des gens qui plusieurs fois fait le KYC et mis un M. Ah bah là, frérot, toi-même tu sais, Ouais. hein. Là c'est Sibyl, hein. C'est Sibyl de baiser. Là c'est Sibyl Donc, plus, hein. ouais, je pense que. Enfin, j'ai hâte de voir le launch, hein, globalement. Du coup, ça va être entre demain 16h et après-demain 16h, vu que c'était 48 à 72 heures après la vente. Donc, on aura des nouvelles très bientôt, mais je pense que ça va être encore la guerre quand ça va être listé en spot. Je pense que ça va être encore plus la guerre que pour la vente. T'as vu 90% des fonds levés se sont faits au travers du site Pump. Hein, compte seulement Mais je crois que les 10%. SEC sont lagués, en fait. C'est surtout ça. Je crois qu'ils n'ont pas été au niveau. complet. Kraken, il y a des gens qui sont pleins parce que. Par contre, Kraken ont fait un move de Tchad. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens sur Kraken, ils avaient du dollar, ils avaient tout bien fait et ils voulaient acheter du pump. Et en gros, ça buguait, ça marchait pas. Et du coup, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait, Kraken? Et ils ont dit, c'est pas grave, on vous achète du pump et on vous en distribue. En gros. Ils leur distribuent gracieusement du pump. Alors, je sais pas quel montant, mais ouais. Du coup, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, alors pour Ethereum, la petite bonne nouvelle, voilà, on vous parlait d'une augmentation de l'espace de blocs rapidement. Bah, on arrive au bout. On est à 40% quasiment de blocs signalés qui sont prêts à passer à 45 millions de gaz au lieu des 36 millions. Donc ça fera un petit pump d'un tiers de performance en plus sur Ether. Après, je pense que ça va augmenter progressivement d'ici la fin d'année, donc on va voir le L1 qui se scale un petit peu. Le premier épisode de la formation dédié à la sécurité qui est sorti sur la chaîne de Coin Academy, donc épisode fait maison. Voilà, on a fait les choses bien avec un petit overlay propre, des petites images. J'ai bien progressé en montage vidéo d'ailleurs, c'était un exercice très très rigolo. Voilà, donc ce premier épisode, c'est une mise en bouche de comment se sécuriser, éviter les piratages. Donc c'est beaucoup de théorie, on va dire, pour pas vous agresser directement avec de la pratique. Donc ça va être une formation qui va durer, je pense, in fine, 1 heure et demie à coup d'épisodes de 20 minutes les uns à la suite des autres. Mais en gros, vous allez avoir énormément de bases pour vous sécuriser. Donc sécuriser vos informations sur Internet, sécuriser vos mots de passe, sécuriser vos comptes en ligne, sécuriser l'accès à vos appareils, sécuriser l'accès à vos crypto-monnaies. Voilà, sécuriser l'accès à vos crypto-monnaies. Donc on fait pas que de la crypto, on fait pas que du Ledger parce que c'est une formation qui est sponsorisée Ledger. Mais on essaie vraiment de faire un gros packaging pour que à la fin, vous soyez vraiment en phase avec votre sécurité et que vous n'ayez plus la boule au ventre de vous faire pirater, etc. Parce que ça peut tous nous arriver et c'est vrai que c'est un cauchemar. Donc voilà pour le premier épisode. Le deuxième épisode va sortir très rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy. Et puis dans la foulée, vous avez également du coup la vidéo sur Syrup de Maple Finance qui a été fait par Egri, qui est top, qui est courte, voilà, qui fait 6 minutes, où il vous explique un petit peu tout, ce qu'il y a à retenir sur l'histoire du projet et sur la suite. Notamment, voilà, donc vous aurez les liens en description pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Et très cool de revoir Egri, tu vois, qui revient en forme avec une vidéo super. Donc on va essayer de reprendre vraiment de l'activité à coup de 2 vidéos par semaine, la rediffusion de la masterclass, une vidéo voire 2 de la sécurité par semaine, une vidéo de temps en temps avec Egri quand il est disponible, qu'il attend avec un sujet sexy. Voilà, on a eu un léger pump des jetons de Layer 2, ça a été intéressant à surveiller. Alors, léger parce qu'au final, on a eu un pump en début de semaine et puis après, ça s'est réécrasé aussitôt. Mais voilà, tout ça pour dire que si Ether reprend des couleurs, peut-être que les jetons de Layer 2, qui sait, seront un peu un effet de levier sur Ether, même si, faites gaffe, je glisse ça comme ça, mais en réalité, je m'y aventurerai pas trop sur les jetons de Layer 2. Et on a plein de nouvelles analyses fondamentales qui sont sorties sur Coin Academy, donc Axiom dont on a parlé, Espresso System qui va être un composant essentiel du narratif modulaire, parce que justement, ça va faciliter les interactions cross-rollup, si on peut dire ça comme ça. Ils n'ont pas encore sorti de token, mais ils sont très attendus, Espresso. Donc on vous explique tout dans un article dédié pour les gens qui sont un peu branchés par la technique. Voilà, avec les différents types de roll-up en fonction de quels composants d'Espresso sont utilisés. Voilà, donc lien en description. On a aussi fait un article sur le DEX GTE, qui est un DEX très attendu parce qu'il est basé sur Mega ETH. Donc qui aura la particularité d'avoir et un AMM pour les lancements de jetons, et un DEX Club PERP, et un DEX Club Spot.
Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un produit complet qui, en plus de ça, vient s'interconnecter avec les autres DEX de l'écosystème MegaETH, de sorte à ce que, bah voilà, quand tu as un projet qui veut lister un token, ça se fasse vite, ça part sur MegaETH, que tu n'aies pas de latence, que tu aies l'impression que ça se passe comme sur un sexe, sauf que bah, sur un échangeur centralisé, généralement, tu as voilà la KYC à faire, et en plus de ça, on vient te casser les couilles avec des frais pas possibles. Donc peut-être que ça va relancer un peu la flamme sur Ethereum. Moi, j'avoue que MegaETH, j'attends beaucoup. On n'a toujours pas de date officielle de la sortie de MegaETH. Pour le mainnet, j'entends. Ce sera peut-être en septembre, peut-être en octobre, peut-être en novembre, je pense. Mais ça va être intéressant à surveiller parce que c'est ça qui va redonner des couleurs à Ether un peu à lui seul. C'est un moment si je qu'on peux en me parle. permettre. Parce que les autres ont quand même beaucoup moins de buzz. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle, facile. Ouais. Moi-même, je suis investisseur. Voilà. J'espère qu'ils vont performer, qu'ils vont pousser l'écosystème Ethereum le plus loin possible. Et puis GTE, c'est en gros, c'est leur hyper liquide à eux, quoi. Pour faire toute la partie trading on-chain. Bah, c'est ça. Et techniquement, apparemment, là, ça pourrait être beaucoup plus performant que HL d'un point de vue technique. Donc après, il faut Oui. voir ce que ça donne dans les faits, parce que la différence entre testnet et mainnet est quand même gigantesque. Enfin, faut voir ça dans des conditions réelles. Mais je pense que dans tous les cas, c'est ce que j'expliquais, pour moi, toute concurrence est bonne à prendre puisque ça va ne faire que stimuler les équipes à innover et donc à proposer des meilleurs produits en fait. Donc tout comme Hyperliquid a challengé DYDX, Jupiter, Drift et tous ceux qui étaient sur le trading de dérivés on-chain, bah, je pense que MegaETH et GTE et peut-être d'autres essayeront de stimuler et de challenger des Hyperliquid, des Solana, etc. Donc on va voir comment ça rend, mais les promesses sont assez intéressantes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que sur 7 jours, il y a l'info time, ouais. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que sur de la tech pure, ultra basse latence, les grands players actuellement, c'est Fogo qui n'est pas sorti, MegaETH qui apparemment nous annonce 10 millisecondes de block time et qui va sûrement aller en dessous, Rise Chain, on a Solayer, mais Solayer malheureusement je ne vois absolument personne build dessus. Après, comme ils sont totalement compatibles nativement avec la machine virtuelle de Solana, la logique voudrait que les gros projets DeFi de Solana viennent sur Solayer, mais on attend de voir ça parce que le mainnet on n'en verra pas la couleur avant 1 an, je pense, honnêtement. Donc en attendant, en fait, qui a du buzz et un bon sous-jacent technologique qui va arriver rapidement, c'est MegaETH, tu vois. Parce que tous les autres qui disent ouais, on a 1 milliseconde, 5 millisecondes, machin, oui frérot. Déjà sort un produit et ensuite propose un produit en surcouche, un DEX en surcouche avec des utilisateurs. Et pour le moment, il n'y a que MegaETH qui coche toutes ces cases. Donc ça va être intéressant à surveiller. Tous les autres ne sont pas au niveau en termes de latence par rapport à du Hyperliquid ou autre. Donc laisse tomber. Tu vois, même Aptos, qui est un Layer 1 qui est assez rapide, c'est quand même plus lent que Hyperliquid et c'est beaucoup plus lent que MegaETH. Voilà la team. Vous avez tous les liens utiles en description. Et pour ceux qui veulent découvrir les crypto-monnaies, vous pouvez aller à tout moment sur le site de Coin Academy. Dans l'onglet Académie, nos formations, vous avez la formation dédiée à Bitcoin, à Ethereum, débuter en crypto et aussi sécurité de vos cryptos. Donc, c'est des formations qui sont bien entendu totalement gratuites, que vous pouvez lire à tout moment, depuis votre PC ou depuis un mobile, que vous pouvez reprendre à tout moment en créant un compte. Vous pouvez commencer la partie 1, revenir plus tard, faire la partie 2, etc. Donc, franchement, n'hésitez pas. Voilà, c'est du contenu gratuit. Donc, faites-vous plaisir. On est là pour vous régaler, la team. Écoutez, j'espère que vous aurez kiffé cette petite masterclass. Pas mal de choses qui bougent sur le marché. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. On rentre dans une partie du cycle où j'ai l'impression que les choses accélèrent énormément en termes de tech, d'innovation, de mouvement de marché. Est-ce qu'on est à notre prime? Peut-être. En fait, moi je dirais qu'on a un prime qui se prépare. Tu vois, les gens, on a élagué un peu la merde, on a foutu dehors, comme d'habitude, les gens qui croient moins, les gens sérieux sont là. Bon, depuis qu'elle a TradFi qu'on a notre prime. Ouais, on peut dire ça. Après, l'époque 2021 en mode WAGMI, NFT, tout qui monte, me manque évidemment. Mais peut-être qu'on y reviendra avec des nouvelles intéressantes. Mes mutants n'attendent que ça. Non, mais en fait, ce que j'expliquais depuis plusieurs émissions, tout le pont TradFi crypto qui est en train de se créer, les liaisons qui se font entre les deux écosystèmes sont hyper intéressantes. On parlait des tokenized stocks, je crois, il y a 2 émissions. C'est aussi quelque chose qui est hyper excitant, où on voit Robinhood aussi qui se bouge. On a vu, il y avait aussi Xtox qui s'était lancé sur ça et qui le fait sur Solana. Avec Backed Finance Backed Feed derrière. Bref, il y a plein de choses qui se passent, même avec les ETF. Je trouve que ça rend l'écosystème plus sérieux.
Et je pense que les attentes augmentent aussi, vu qu'on a des investisseurs qui sont aussi plus expérimentés, plus sérieux, avec plus de ressources, plus de capitaux, etc. Et surtout, je suis content qu'il y ait des choses comme Hyperliquid qui challenge le reste de l'écosystème et qui tirent l'écosystème vers la bonne direction. Parce que si on prend du recul, je pense qu'en termes d'éthique et même d'alignement avec la communauté, c'est ce genre de projet dont on a besoin, vraiment. Et pas des extracteurs comme certains. Bref. Et puis l'argent appelle l'argent. Donc si le marché se porte bien, ça va faire venir des nouveaux gros portefeuilles. Et si on n'a pas l'argent du retail, on prendra l'argent des institutionnels pour faire pumper nos bagues. Et puis c'est tout. Ça me va très bien. Ça me va très très bien. Merci beaucoup en tout cas Léo. Merci à toi le ref. Et de toute façon, on se dit à dimanche prochain pour la prochaine émission. Exactement. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Tous les liens utiles.